Bonjour à tous et bienvenue dans Woman, l'émission mensuelle qui vous fait découvrir les films des réalisatrices d'Asie. Je m'appelle toujours Flo, ça n'a pas changé et je suis entouré de formidables camarades, à commencer par Chloé. Bonsoir, bonjour Chloé. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien, pour ce nouvel épisode qui va être sans doute très, très sympa. Bah, Voilà. on espère qu'il sera sympa. J'en doute Bonsoir pas. Mathieu. Bonsoir, bonjour, où que vous soyez, quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, j'espère que tout va bien pour vous et Très pour tard la nuit, tous on mes espère. compères, tard la nuit, Très très tard pourquoi la pas, nuit. mais Salut Charlotte également. Salut! Eh bien, ravie de vous retrouver, comme, j'allais dire chaque semaine, mais pas du tout. Oula, oula, là, les ambitions du podcast Doucement. sont Des montées en annonces en flèche. comme, direct. chaque Euh, mois, voilà. Comme chaque mois, tout à fait. Bonsoir Issam. Bonsoir, bonsoir tout le monde, pareil, content d'être là comme à chaque fois. Tant mieux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous avons également l'insigne honneur de recevoir un invité de marque ce soir, c'est Renaud. Bonsoir Renaud. Bonsoir tout le monde, bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir parmi vous. Bah, ça nous fait plaisir. Renaud, tu es scénariste, écrivain, tu enseignes le cinéma, tu es rédacteur en chef du site Cinématrack, tu es président des fan clubs français de Takehiko Inoue, Steven Spielberg, Chiang Kai, Naoko Yamada et bien d'autres. Et comme si ça ne suffisait pas, tu parles désormais de cinéma sur ton compte TikTok et dans les salles de cinéma UGC parisiennes. Aïe aïe C'est aïe. bon, j'ai rien oublié. Ouais, t'as bien fait de mentionner effectivement que je vais très vite avoir un conflit d'intérêt avec Bolloré. Et Ah, à part ça, incroyable. très bien, merci de cette présentation très élogieuse. Bah écoute, ça me fait plaisir. Ce soir, camarades, nous sommes là pour parler d'un film d'animation, une première dans le podcast. Nous allons parler de Lise et l'oiseau bleu de Naoko Yamada. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire une petite, on va poser des petits repères biographiques, comme le dit François Co, de Naoko Yamada. Alors Naoko Yamada, c'est une réalisatrice japonaise. Elle est née en 84 et lorsqu'elle évoque son enfance, elle parle des moments où elle recopiait les dessins du studio Ghibli, de Pat Labor et de Dragon Ball. Donc elle a eu l'animation chevillée au corps très 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 jeune. Elle rejoint Kyoto Animation à la toute fin des années 90, un studio dont on va reparler, hein, en tant qu'intervalliste, à une époque où le studio ne compte encore que 150 salariés, dont près de la moitié sont déjà des femmes. Elle se rappelle que déjà à l'époque, Kyoto Animation était une entreprise qui accordait une place importante à la parité dans l'organisation du travail et avait pris des mesures en ce sens. KyoAni, c'est un studio qui était dirigé par Hideaki Hata, un monsieur décédé en mars dernier. Naoko Yamada, elle va gravir les échelons et elle deviendra réalisatrice sur plusieurs séries et films de premier plan du studio avant de le quitter en 2020 pour rejoindre Science Saru. On en reparlera pendant l'épisode, mais ce serait aussi difficile de parler de cette réalisatrice sans mentionner ses collaboratrices de longue date, à savoir la scénariste Reiko Yoshida et le compositeur Kensuke Ushio qui l'accompagne sur plusieurs de ses films. Voilà pour les bases. Renaud, toi qui Oui, es un expert, là je te mets vraiment sous le spotlight, mais est-ce c'est que tu clair. veux rapidement nous parler peut-être de Naoko Yamada, bien sûr, mais aussi il y a eu un triste événement qui a eu lieu à Kyoto Animation en juillet 2019, qui a quand même véritablement bouleversé non seulement le rythme du studio, la vie de ses salariés bien évidemment, mais aussi le monde de l'animation japonaise dans son ensemble, puisque c'était un événement très, très émouvant et très marquant. Voilà, et si tu as des précisions à apporter à ce que j'ai dit ou des corrections à effectuer, n'hésite pas. Ok, non, c'était très très bien comme présentation. Je me permets juste de rajouter deux petits trucs, enfin deux, trois petits trucs. Un truc intéressant, c'est le fait qu'elle ait grandi à la campagne, parce qu'elle est née à Mmh. Kyoto, mais elle a toujours eu un rapport assez spécial en fait à la ville qu'elle a toujours vue comme un peu étrangère. Et donc ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans sa mise en scène. Tu as parlé de Dragon Ball qui l'a beaucoup inspiré. C'est un truc qu'elle a découvert au lycée. Quand elle était plus jeune, elle était à fond sur Crayon Shinchan et Doraemon. Mmh. Et avant de s'intéresser au cinéma, en fait, elle est passée par d'autres parcours. Au lycée, elle était dans un club photo et elle était aussi dans un club de tokusatsu, ce que je trouve incroyable, qui est donc tout ce qui est les Kamen Rider, les Ultraman et tout. Je suis très curieux de savoir ce qu'elle pense de tout ça, comment elle s'est retrouvée là-dedans. Et avant de passer à l'animation, donc effectivement, elle a fait des études d'art, elle a fait de la peinture à l'huile à l'université de Kyoto, et elle n'était pas à l'aise à l'idée de créer des œuvres elle-même. Et en fait, sa première création
qui était pour en fait valider ses études, exprimait en fait était une espèce d'œuvre d'art transmédia qui exprimait sa difficulté à communiquer ce qu'elle voulait vraiment. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup dans son œuvre en fait, la difficulté à communiquer quelque chose. Elle s'est largement également passionnée pour le cinéma et elle est très passionnée de cinéma en prise de vue réelle, puisqu'elle est capable de citer des gens assez surprenants quand elle en parle. Donc il y a une interview où elle dit qu'elle adore Xavier Dolan. Ça, je m'y attendais pas. Ok. On s'attend plus à ce qu'on a dit. Elle adore le style de Ozu, je comprends. Elle a été très marquée par les cinémas soviétiques d'animation. Ça aussi, c'est pas très étonnant quand on voit les parentés qu'il peuvent y avoir entre le cinéma d'animation japonais et les expérimentations du cinéma d'Europe de l'Est pendant la période soviétique. Elle cite également Lucy Ladzielawicz, donc là, tu te dis que c'est vraiment une vraie cinéphile. Elle est très fan de Kiki, la petite sorcière, c'est son préféré de Miyazaki, et quand on voit son cinéma, on n'est pas très étonné non plus. Et elle est très fan également de John Carney, qui a notamment fait Once avec le regretté Glenn Oui. Hansard et Sing Street pour tout le rapport à la musique. Donc c'est une vraie cinéphile. Par rapport à tout ce que tu as dit, juste rajouter un tout petit truc aussi sur le fait qu'intervalliste, c'est donc un Oui. travail en fait qui est dans l'animation réaliser les phases d'animation qui sont entre ce qu'on appelle les images clés, l'animation clé, qui sont les images centrales. Après avoir fait effectivement intervalliste sur Inuyasha en 2004, elle passe rapidement à l'animation clé. Et comme tu l'as mentionné, c'est un studio KyoAni qui s'est toujours vanté d'être un studio qui met en avant les femmes, qui va chercher une certaine parité. Et donc, elle a eu une progression en fait assez logique de projet en projet qui lui a permis d'arriver jusqu'à la réalisation. Et elle arrive à la réalisation effectivement peu de temps avant le fameux drame, la tragédie qui a eu lieu à Kyoto Animation, qui est la deuxième plus grande tuerie de masse de l'histoire du Japon, il me semble. C'était donc le 18 juillet 2019, et en fait un incendie s'est déclaré dans un des bâtiments principaux de KyoAni, qui a été causé par un homme de 41 ans, qui a versé de l'essence en fait à l'intérieur et qui a ensuite reconnu son crime. Une personne qui a priori était instable mentalement et qui avait déjà eu des histoires avant avec la justice et qui là s'était persuadé que KyoAni avait volé un de ses projets et qu'il avait développé à sa place. Et donc il est venu en fait mettre le feu au bâtiment. Et il y a eu énormément de morts. Il y a eu 36 morts et énormément de blessés. Parmi les morts, on compte beaucoup d'employés, de tous les grades en fait, hein, des animateurs, des personnes de l'administration, mais aussi des réalisateurs. Et voilà, c'est un événement qui a énormément marqué le Japon et qui a aussi énormément marqué l'industrie de l'animation. Il y a par exemple donc le partenaire pendant longtemps de Kyoto Animation en France pour les sorties, c'était Eurozoom, et ils avaient sorti au cinéma un film dérivé de Violet Evergarden, un peu en mode en cadeau en fait au studio pour leur montrer qu'il y avait un soutien à l'étranger, etc. Il y avait eu tout un mouvement, et c'est quelque chose qui a vraiment marqué. Si vous êtes fan un peu alors j'oublie le nom du dessinateur de Chainsaw Man, mais dans son manga, donc j'oublie tout en fait, son manga court, aidez-moi, vous savez de quoi je parle. Look Back. Ouais, merci, Look Back de Fujimoto, qui a été adapté en film aussi. On a quelque chose qui est largement inspiré de la tragédie de KyoAni, et c'est quelque chose qui a évidemment marqué Naoko Yamada, et c'est peu de temps avant qu'elle quitte le studio. On ne sait pas si c'est pour ça qu'elle a quitté le studio, en tout cas officiellement elle a quitté le studio parce qu'elle voulait explorer d'autres horizons, tenter de nouvelles choses. Elle a été aussi attirée par le profil de Eun Young Choi, qui est la chef de Seonsaru, qui est une productrice, réalisatrice incroyable. Il y a plein d'interviews où elle parle d'elle en des termes extrêmement élogieux, mais peut-être que ça a joué aussi dans son départ. En tout cas, le studio, depuis, a repris des productions. Ils ont un film qui doit sortir en 2027, et ils ont continué des dérivés de Son of Phonium, et ils ont une série qui a plutôt bien marché, qui était très appréciée, qui est sortie l'an dernier, qui s'appelle City Animation, qui était un peu leur grand retour après tout le reste. Et ils sont aussi annoncés sur une adaptation en série de Rui Dragon, qui est un des Oui. meilleurs mangas de ces dernières années. Je trouve ça très très excitant. Donc voilà, ils sont vraiment revenus dans les meilleures conditions possibles après une grande tragédie. Mais pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'on ne sait pas si c'est la seule raison, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles elle est partie, mais il me semble que c'est loin d'être la seule employée de Kyoto Animation à avoir quitté le studio peu de temps après les événements. Je pense que ça a quand même mis beaucoup le bazar dans la vie de tous ces gens-là,
et qu'ils ont voulu tourner la page, aussi bien professionnellement que personnellement et c'est peut-être aussi pour ça, en partie, qu'elle a quitté le studio. Du coup, je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses dans la manière dont elle en parlait. En tout cas, c'était vraiment, comme tu disais, une aspiration à, essayer de nouvelles choses et à travailler avec les personnes, du studio Science Arrow. Hem On va parler rapidement de notre rapport, à la réalisatrice, dans l'intégralité de son œuvre ou du moins dans les films qu'on a vus et pour commencer, Renaud, de ton côté, toi, est-ce que tu as vu, l'intégralité de ces films? Est-ce qu'il y en a que tu as pas vus? Et si oui, lesquels tu préfères et pour lesquelles raisons peut-être? Je suis désolé de faire un tel Non, non, monologue mais alors tu qu'on est peux aussi faire nombreux en un début. petit tunnel, mais de toute façon, on va continuer ensuite, ne t'inquiète pas, hein, on est Ouais, ouais, mais c'est juste, les gens qui écoutent, il n'y a pas que moi dans le podcast, je vous promets, il y a d'autres gens après non, qui non, il diront y a des d'autres choses gens, ils bien sont plus là, regarde. intéressantes. Non, mais on est là, on est vivants. Non, non, mais vas-y, Ils t'inquiète, écoutent. Nous écoutons. lâche-toi. On est là On pour est ça, là, on Ok. on boit tes t'écoute. paroles. Donc j'ai clairement pas tout vu, mais ce que je vais plutôt raconter, c'est comment j'ai rencontré son cinéma, parce que c'est Mmh. un moment vraiment important dans ma carrière de critique. C'était mon premier festival à Annecy, premier festival international d'animation à Annecy en 2017, je crois. Euh, et c'était une grande découverte pour moi, ce festival. Et j'ai vu, je crois que c'était le deuxième jour ou le troisième jour, assez tôt dans le festival, dans la grande salle du festival, la salle Bonlieu, le film Silent Voice. Et à ce moment-là, je Ah! ne savais pas qui était Naoko Yamada. Et je n'avais pas lu le manga non plus. Et j'avais été vraiment terrassé par le film. J'ai lu le manga après, et en fait, il y avait beaucoup de fans du manga qui attendaient le film. Et moi, ce qui m'a vraiment frappé, en fait, c'est les choix de mise en scène de Naoko Yamada dans le film. J'ai vu quelque chose que j'avais jamais vraiment ressenti avant sur des cinémas d'animation. En tout cas, je voyais vraiment une voix très singulière qui était en train de naître. Et c'est quelque chose que j'ai voulu, moi, mettre en avant beaucoup dans mes textes à l'époque où je parlais du film. Alors qu'il était passé qu'en festival, il est repassé ensuite au carrefour de l'animation, et beaucoup de gens sont venus parce qu'ils étaient fans du manga. Mais le nom de Naoko Yamada n'était pas si connu que ça, Mmh. malgré les fans de Keon ou de Tamako Market qu'il pouvait y avoir en France avant. Et ce qui veut dire que l'année d'après, quand je suis retourné au festival et que dans la sélection qui à l'époque s'appelait encore hors compétition ou contre-champ, je ne sais plus, de Contre-champ, c'est Annecy. maintenant, je crois. Contre-champ, c'est Maintenant, ça maintenant, donc s'appelle Contre-champ. Ouais, ça ouais. devait être un autre nom. Il y avait donc, je regarde un peu ce qu'il y a comme film et tout, puis je vois ce truc, Lise et l'oiseau bleu, et je vois le nom Naoko Yamada, et je pète un câble. Et je dis, mais pourquoi personne ne parle du fait qu'elle a un nouveau film ici et tout? Que je vois, et ça devient instantanément un de mes films préférés. Je prends une claque absolument monumentale devant ce film, et je fais chier absolument tout le monde euh, avec ce film. C'est à ce moment-là, en fait, que le distributeur Eurozoom récupère ce film-là, commence en fait sa relation avec Kyoto Animation, et comme moi je les connais un peu et que je suis assez proche, eh bien, je parle beaucoup avec eux durant la sortie du film, son accompagnement, etc. Donc je me sens en fait très vite très proche de la réalisatrice à distance, et un peu garant de, comment dire, il y a quelque chose en France qui est particulier, qui est que l'animation japonaise, c'est pas très bien vu, sauf pour certains noms. Et ça se voit au fait que sur les affiches, quand il y a un film d'animation qui est un peu bien, il va y avoir un commentaire qui dit le nouveau Miyazaki, un truc comme ça, Ah oui, ce on qui est adore ça, nous. très fatigant. Ouais. Et en fait, en gros, il y a 3 noms que les gens connaissent. Il y a Makoto Shinkai, il y a Miyazaki et il y a Osoda. Et c'est tout. Ouais. Vraiment, le reste, tout le monde s'en branle. 3 hommes par ailleurs. Et 3 hommes par ailleurs, effectivement. Et de l'autre côté, effectivement, des femmes comme Mari Okada, des femmes comme Naoko Yamada. Tout le monde s'en fout, personne n'en parle. Alors que en quelques longs métrages seulement, en quelques courts métrages et en quelques séries, elle a montré à quel point elle avait une voix extrêmement particulière, extrêmement unique, qui lui vient évidemment d'elle, puisque même si elle a plein de partenariats, plein de partenaires, etc., on sait qu'elle storyboard ses films quasiment dans l'intégralité, et c'est quelque chose qui va se retrouver beaucoup dans l'intelligence de son montage. C'est quelque chose dont on pourra parler après. Donc voilà, j'ai été en fait complètement subjugué par son art, par son talent. Aussi, au moment où je me suis rendu compte que Reiko Yoshida, que tu as mentionné tout à l'heure, la scénariste, était scénariste de énormément d'œuvres que j'adore. Par exemple, il y a des OAV de Kenshin le Vagabond, qui sont Mmh. écrites par Reiko Yoshida, qui ne sont plus canon depuis, qui racontent la mort du personnage, qui sont incroyables. Et donc voilà, tout en fait se mettait en place. Et tout ça pour dire que voilà, j'ai eu une période vraiment obsessionnelle autour d'elle, sans avoir vu toutes ses œuvres encore, parce que il y a un long métrage qui a été acheté par
un distributeur dont je tairai le nom, pas du tout, je le tairai pas, c'est Olvi Animé, c'est des grosses merdes. Ils l'ont acheté il y a 3 ans et je leur envoie des mails de temps en temps en mode vous allez le sortir un jour ou comment ça se passe? Ils me Oh font là oui, oui, là. c'est On toujours dans attend. les cartons et tout. Il Ouais, est, je les il est déteste. possible que ce film et ce distributeur soient un peu au centre de la première question du quiz. Stay Ah, tuned. très bien, très bien, On va s'amuser. très bien, très bien. Il a cramé le quiz. Désolé. Non, mais vous verrez, c'est rigolo. Et pardon, et juste un Vas-y, dernier je t'en truc, prie. donc je te l'ai raconté en off avant, mais c'était quoi? C'était l'année d'après peut-être. En tout cas, il y avait les 20 ans de Rozoom à Annecy et j'étais invité à la fête pas mal de jours. C'était rigolo. On s'est retrouvés enfermés sur le toit alors qu'on devait aller voir je ne sais plus quelle projection, je crois peut-être le film d'Illy à Paris. Et c'était très marrant. Et il y avait pas mal de goodies en fait qui restaient de différents trucs pour les gens qui étaient là. Et donc je fais partie des, je pense, assez rares personnes à avoir ceci. Donc, vous pouvez pas voir elle dans les Oh. mais c'est Oh mon Dieu. un énorme Oui, badge. gros. N'oublie Les pas de oiseaux fermer bleus. les fenêtres. Et il est vraiment Peut-être très très que- gros. Faut pas Et qu'il il est très disparaisse. très gros. Ouais. Il y avait un bloc-notes aussi dont j'ai utilisé toutes les pages. Bravo. Voilà, donc Tu es une de ces une personnes obsession. qui utilise les blocs. C'est Oui, fou. oui, beaucoup. Oui. Ouais. Vraiment beaucoup. Les J'ai du mal à bloc-notes, les écrire dans ma carnets, gueule. j'écris absolument partout. Ça a organisé Voilà. l'écrit. Donc j'ai pas tout vu, mais je suis extrêmement attaché à son travail. J'ai vu ses 2 dernières séries, son travail chez Seiyan Saru. J'ai pas vu son long métrage chez Seiyan Saru. J'ai vu le court métrage qu'elle a fait chez Seiyan Saru, qui est une espèce de clip vidéo assez incroyable, qui s'appelle Garden of Remembrance, je crois, ou je confonds avec le Makoto Shinkai. Non, c'est ça. C'est ça, ouais. Il y a un Makoto Shinkai qui s'appelle quasiment pareil, non? Le jardin de je sais pas quoi. Garden of. Mais c'est un moyen métrage. Oui, C'est un oui, truc tout à un fait. peu, Oui, et puis un peu tendancieux par ailleurs. Oui, tout à fait. Bref, tout à fait. on va pas repartir là-dessus. Non, non. Mais oui, Makoto Mais voilà, Shinkai a bref, fait un film, ouais. Donc j'adore cette réalisatrice. Et Garden of Remembrance, quand il a été diffusé à Annecy, et qu'ensuite il n'ait jamais été diffusé nulle part ailleurs, est-ce que vous pouvez deviner qui s'était occupé de le diffuser à Annecy pour ensuite ne rien en faire? Très difficile comme deviner, c'est bien sûr Olvi Animé. Voilà. Et j'arrête, promis, j'arrête. de me J'aime plaindre. bien. Ah, ça J'aime peut bien être le un fait gag que- très drôle. C'est important On d'être va- constant. Ouais, Non, mais ouais, c'est bien. C'est pas comme si ces gros bouffons avaient acheté, enfin maintenant avaient la franchise Godzilla en France parce qu'ils ont été rachetés par la Toho. Bref. J'aime bien taper sur le distributeur ici. Et au moins, Minus Zero va sortir le lendemain de la sortie japonaise au cinéma en France. Tout à C'est fait. quand même une bonne chose. Ah, mais on Après, pourra c'est peut-être pas l'avoir en fait, Blu-ray tout à fait. après. Voilà, je m'excuse pour le tunnel et je laisse Non, les autres parler. il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Charlotte, toi de ton côté, Naoko Yamada, tu l'as rencontré quand, ou du moins à son cinéma? Et surtout, est-ce que ça te plaît dans son intégralité ou est-ce que tu n'as vu que Lise et l'oiseau bleu? Et ben, en écoutant, Renaud, je me suis dit que j'avais été, un peu dans le syndrome, des personnes qui regardent des œuvres et qui connaissent pas le nom. En fait, des réalisateurs, réalisatrices, parce qu'en fait, bah, j'avais vu A Silent Voice quand c'était sorti, mais je l'avais vu parce que j'avais beaucoup aimé le manga et donc c'est pour ça que j'y étais allée parce que j'adore regarder les adaptations, comme beaucoup de monde et c'est vrai que j'en ai un souvenir assez nébuleux parce que je l'ai vraiment vu à l'époque et je l'ai pas revu depuis, mais j'avais beaucoup aimé les choix qui avaient été faits d'adaptation et je m'étais dit vraiment: «Ah, c'est le côté œuvre à part entière qui m'avait, vraiment marquée», à ce moment-là où je l'avais vu et donc je me dis que j'aimerais bien le revoir. Là, en regardant un petit peu sur quoi elle avait travaillé, ce qu'elle avait fait et tout, j'ai aussi, découvert, avec grand plaisir qu'elle avait, donc réalisé et fait des storyboards de plusieurs épisodes d'un animé que j'adorais quand j'étais, au collège, qui est Clannad et Clannad After Ah Story. oui, Clannad. Voilà, Bravo. qui est vraiment un animé qui a bercé, vraiment toutes mes années collège, bien qu'il soit, très dramatique sous certains aspects. J'ai, je pense, donné mes meilleures larmes devant certains épisodes. Mais voilà, donc j'étais contente de savoir qu'elle avait, réalisé plusieurs épisodes de ces 2 saisons. Et attends, du coup, il y a des messages qui ont Non. Ah non, c'est bon. Et puis j'ai aussi vu donc j'ai découvert, Lise et l'oiseau bleu pour ce podcast. Donc il y a Ah OK. quand on Oh! devait le faire il y a 2 mois. Et donc je l'ai revu là parce que je voulais vraiment l'avoir de nouveau bien en tête.
C'est terrible, tu as dû le voir 2 fois. Oh, je m'excuse vraiment Waouh, horrible. d'avoir vu ce très mauvais film. Et voilà, mais par contre, j'avais vu, son film de 2024, The Colors Within, Ah parce oui, qu'il était passé au carrefour, d'animation au Forum, des images, ouais. donc fin 2024 pendant le festival et j'avais vraiment beaucoup aimé l'esthétique et la douceur en fait, qui se dégageait du film, mais j'avoue que je pense que je suis restée un petit peu hermétique en termes de sensibilité. Voilà, donc après, comme j'ai vu pas mal de personnes, dont pas mal de personnes présentes ici, qui aiment beaucoup, beaucoup ce film, je me dis que j'aimerais bien, le revoir pour voir si c'était, que, l'histoire d'une fois. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses sur, le jeu des couleurs, parce que, bah, comme, il y a, toute une histoire de synesthésie par un des personnages principaux et tout, il y a vraiment un jeu, là-dessus que j'ai trouvé, vraiment phénoménal. Mais, c'est vrai qu'en termes de sensibilité, tout ça, j'étais, ouais, pas rentrée forcément complètement dedans, quoi. OK. Bah, on espère que tu pourras le revoir si effectivement All Animé un jour daigne le sortir en salle ou peut-être juste en Blu-ray. C'est déjà un minimum, c'est déjà un minimum. Vous voyez pas là, mais il y a Renaud qui fait des énormes doigts. Donc voilà, qu'on prenne qui voudra. Issam, de ton côté, Naoko Yamada, qu'est-ce que ça signifie en termes de cinéphilie pour toi? Ça va se rapprocher de Renaud et de Charlotte. Je l'ai découverte avec l'adaptation de Silent Voice et j'avais aussi lu le manga pour le coup. C'est pour ça que j'allais voir l'adaptation. Et alors je me rappelle que j'avais énormément aimé Silent Voice le film, mais je m'étais beaucoup plus concentré sur la musique qui m'avait beaucoup marqué que sur les choix de réalisation que j'ai plus revus en revoyant le film plus tard. Hmm. La première fois, c'est vraiment les choix musicaux qui m'avaient bluffé. Et du coup, Naoko Yamada, en tant que réalisatrice, c'est plutôt avec Lise et l'Oiseau Bleu que je l'ai, on va dire, identifié et que j'ai commencé à me dire que vraiment il allait falloir suivre ce qu'elle fait. Pour ce, c'est un film dont j'aime beaucoup, on y reviendra, mais ce qu'il raconte et effectivement le style de réalisation qu'elle y déploie, enfin, je trouve ça assez formidable. Depuis, j'ai vu aussi The Colors Within. Moi, il m'a plutôt bien convaincu. J'aime bien cet aspect un peu suspendu de tous les enjeux du film, au final, où rien n'est très nettement exposé des conflits, disons, et rien n'est très nettement résolu de ces conflits à la fin. J'aime aussi qu'il y ait une sorte de continuité stylistique qui s'établit justement autour de la synesthésie, qui rappelle déjà certaines choses un peu explorées justement dans Lise et l'Oiseau Bleu visuellement. Enfin, elle est en train de construire quelque chose effectivement d'assez passionnant. Alors pour le coup, j'ai pas vu du tout ces séries, parce que je suis pas très adepte du format série. Par contre, j'ai vu The Garden of Remembrance. Ça, on va pas revenir sur comment, mais je l'ai vu et c'est effectivement très très chouette. On a vraiment l'impression qu'il y a un gars qui est arrivé avec une mallette et qui t'a menacé avec un flingue. C'était pas... C'est un peu ça, ouais. J'ai fait un braquage chez Olsien. Bravo, All Animé. Mathieu, de ton côté, Naoko Yamada. Écoute, ça va aller assez vite parce que moi j'ai juste vu le film qui nous intéresse ce soir, que j'ai découvert il y a quelques années grâce à tes bons conseils, Flo. Donc je te Moi remercie pour Il y a ça. des gens qui Oui, m'écoutent quand je parle de mais cinéma. toujours. Mais à l'heure Ouais. actuelle, un film sur deux, De je regarde, temps c'est en grâce à temps. toi. Donc moi voilà, j'ai découvert Lise et l'Oiseau Bleu il y a quelques années, que j'ai trouvé, je spoil mon avis dans quelques instants, mais que j'ai trouvé absolument formidable. Du coup, je vis depuis maintenant quelques années dans l'attente insoutenable que The Colored Within sorte en salle, même si je l'ai vu moi aussi. Mais pour devenir à mon tour quelqu'un d'insupportable et dire à tout mon entourage d'aller voir ce film au cinéma, j'attends qu'il sorte OD animé. Il est temps de vous réveiller. J'aime bien, c'est que tout le monde a un truc à dire à ce pauvre distributeur. Enfin, ce Non, pauvre mais distributeur, blague, non, pas pas du sûr. tout. Mais... C'est Ah, le c'est deuxième distributeur qu'on se met à dos dans cette émission. Ah bon, il y en a un autre Peut-être qu'on pas a le dernier. antagonisé? Je ne me souviens pas d'autres. Ouais, au moment où on traitait de Yoon Ga-hoon et qu'on parlait du fait que... Ah, on n'a pas été Et vous super. savez, pardon, il y a on pas a de- dit que pour une enfin, fois, on il sortait peut- un bon truc. Ah Non, oui, mais c'est vrai, pardon. On peut les shame excusez-moi. parce qu'ils n'ont pas de base, ils ont pas de base en France en fait. De ce que j'avais compris, c'est en fait ils sont basés en Angleterre pour toute l'Europe et Ah oui, donc ils donc écoutent. en fait ils ont Enfin, pas de, entendront ils ont jamais pas ce qu'on dit. de,
ils ont pas de service de distrib local en France, ce qui fait que quand ils doivent sortir des trucs, ils n'ont pas l'infrastructure comme des gens comme Eurozoom, comme le Pacte et tout, qui sortent quand même des animés de temps en temps. Mais Ça aide pas. c'est d'ailleurs assez frustrant, ne serait-ce que pour suivre leur sortie. C'est-à-dire que, en termes de relations presse, ils sont extrêmement mauvais, en Oui. tout cas en France. Enfin bref, sans rentrer dans les détails, c'est compliqué de suivre les sorties Halsey animées. Pour finir ce tour de table, Chloé, de ton côté, Naoko Yamada. Eh bien, un peu comme tout le monde, j'aimerais beaucoup voir The Colors Within, mais je ne peux pas. Enfin, je pourrais, mais de manière pas légale. Ou d'autres manières, peut-être, je ne sais Oui, pas. c'est pas notre style. Si Mais tu c'est voyages pas au Japon. souvent, c'est ça, je pourrais peut-être voyager. Un tonton et- japonais quand on voit ses VHS. Exactement, les VHS. Mais peut-être que si un jour le distributeur daigne nous montrer ce film, nous pourrons le voir de manière tout à fait en salle, comme il doit sans doute être vu. Mais sinon, j'ai vraiment vu que Lise et l'Oiseau Bleu, que j'ai vu pour la première fois l'année dernière parce qu'il était sur Criterion Channel, qui a un service de distribution américain qui est un peu comme Mubi et d'autres services. Et moi, du coup, je l'avais regardé une première fois là-dessus. Et pour le coup, c'était une découverte absolument incroyable avec vraiment l'OST que là, j'ai en fond sonore d'ailleurs, mais vraiment pas très fort, donc personne ne l'entend à part moi, j'espère. Stylé. Qui m'avait Nous j'avais l'entendons, mais vraiment, parce qu'on l'écoute aussi, c'est pour ça. c'est bien, c'est important. Mais pour le coup, c'est vraiment une de mes OST préférées et c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé dans ce film, au-delà du film dont on va parler plus tard. Mais voilà, c'est vraiment la seule œuvre que j'ai vue de sa part, mais quelle œuvre pour le coup. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Bah, moi, de mon côté, pour terminer, moi, ce que j'aime chez Naoko Yamada, c'est que c'est une réalisatrice qui a su s'entourer. Encore une fois, hein, je parlais de Reiko Yoshida tout à l'heure, de Kensuke Hoshio. J'aime bien les gens qui bossent en équipe et qui conservent la même équipe régulièrement parce que généralement, ça donne des bons résultats et surtout, ça montre qu'il y a une osmose dans la manière de travailler et surtout, ça montre que les conditions de travail sont a priori plutôt bonnes si les gens continuent à bosser les uns avec les autres. Il y a aussi un autre truc qui est que, je trouve qu'elle a vraiment désormais plus rien à envier à ses pairs masculins. On parlait tout à l'heure de Hosoda, de Shinkai, de Miyazaki qui sont un peu les standards, pour le public français. Je pense que, Yamada, si on lui donnait la même presse, elle aurait, le même succès probablement populaire parce que c'est des films qui sont, tout aussi regardables par un très grand public. Et une des raisons qui fait que je pense ça, c'est aussi que, la manière dont moi je l'ai découverte, c'était, via Keon à l'époque, la série. Mais bah, exactement comme, certains d'entre vous, ont pu la découvrir par exemple avec The Silent Voice, tout en ne sachant pas, qui c'était, mais en connaissant uniquement son œuvre. Bah, moi, c'était la même chose avec Keon, c'est-à-dire que, bah, j'aimais beaucoup Keon, mais le nom de Naoko Yamada ne me disait rien, mais parce qu'en fait, on ne la mettait pas spécialement en avant et c'est quelque chose qu'on ne fait pas, en France ou du moins qu'on ne faisait pas, pendant longtemps, de mettre en avant les réalisatrices, d'animés un peu mineurs tant qu'ils ne sont pas, comme le disait Renaud, Miyazaki et consorts. Et là, j'ai l'impression qu'on est sur une vague de nouveaux noms, qui commencent à se faire connaître, Naoko Yamada étant l'un d'entre eux. Mais voilà, en tout cas, il me semble que quand j'avais vu, The Colors Within de la même manière, je crois qu'on était à la même séance, Charlotte, au Forum des images. Heu, J'avais dit en sortant, que je ne savais pas de quoi serait fait l'avenir, du cinéma d'animation japonais, mais ce qui était certain, c'est qu'il ne se construira pas sans Naoko Yamada et c'est quelque chose que je pense encore et j'aime beaucoup, Silent Voice, j'aime beaucoup Lise et l'oiseau bleu, j'aime beaucoup The Colors Within. Je pense que c'est des films qui sont, comme dit Sam, qui s'inscrivent dans une continuité aussi bien stylistique que dans ce qu'elle essaye de raconter. Et du coup, c'est plutôt chouette. J'aime bien les gens qui ont un parcours même si c'est aussi rigolo de voir des gens qui font un peu n'importe quoi comme Takeshi Kitano. Mais il y a des, Ça dépend quand. par exemple, On sent que tu es en train de travailler sur un ouais, podcast. ouais, je suis dans, Il y a un je suis trauma sur- là. Il y a un je suis trauma. dans le dur. Mais toujours est-il que j'aime bien les gens qui ont une certaine continuité. Euh, Vous voyez pas, mais on a un conducteur et il y a Renaud qui tape des bêtises dedans. C'est vraiment ce qui est bien, Et c'est qui qu'il sont très drôles. il Et qui sont utilise très drôles. toutes les options technologiques à sa disposition, là où nous, on utilisait vraiment les trucs que de base. Et du coup, ce soir, au-delà de parler juste de Naoko Yamada et de notre rapport à cette réalisatrice, on va vous parler d'un film qui s'appelle Lise et l'oiseau bleu,
Donc, qu'est-ce que ça raconte, ce film? Comme dirait Céline Dion, c'est une histoire d'amour et d'amitié entre deux filles du club de musique du lycée, Nozomi et Misoré. Je suis content que tu aies la ref, Mathieu. Deux jeunes femmes qui s'apprêtent à dire adieu à leurs jeunes années. En parallèle de ce récit, on nous montre également un conte pastoral dans lequel une jeune femme se prend d'affection pour un oiseau bleu changé en humaine et essaie de le retenir chez elle, comme une métaphore de ce que vivent les deux lycéennes en parallèle. Euh, Qui veut se lancer sur Lise et l'oiseau bleu? Tiens, bah, on avait commencé par Renaud sur l'œuvre dans sa globalité. Renaud, sur Lise et l'oiseau bleu, toi, qu'est-ce que tu penses du film? Et qu'est-ce que tu penses du film? Déjà, commençons par là. Ouais, en termes de long métrage, donc le seul que j'ai pas vu, c'est Colors of the Wind. Et ne l'ayant pas vu, je peux pas dire que. Enfin, je peux T'as pas dit le dire. Colors of the Wind, c'est une chanson dans Pocahontas, ça. Mais, Ouais, tout à fait, c'est ça. ouais, Ouais. ok. Enfin bref, voilà, vous voyez le Wolier animé de. Colors Within, ouais. Tout Voilà. à fait. Euh, Mais ça me fait Les rire parce que j'ai couleurs, la c'est chanson bon. dans la tête maintenant. Ok. donc j'ai pas vu celui-ci, mais néanmoins, du reste ce que j'ai vu, je pense que c'est du moins au cinéma, parce que en série c'est plus difficile à dire, surtout avec la série en cours là qu'elle a, qui est vraiment incroyable. Au cinéma, je pense que c'est son chef-d'œuvre pour plein de raisons. Je pense que c'est un film extrêmement complet, extrêmement riche, alors qu'il raconte en soi quelque chose de très petit. Et justement, le génie de ce film, c'est de réussir à raconter avec une telle force une histoire aussi petite. Parce que c'est ça la vie adolescente, c'est particulièrement l'adolescence féminine, c'est un moment où les petites décisions de la vie, les petites choses sont des tornades, des tempêtes. Le film, quand j'ai découvert, je ne savais pas que c'était un spin-off d'une série à succès de Kyoto Animation qui a encore des saisons en cours à la télévision, qui a plein de films, et qui prend des personnages secondaires, qui reprend le casting voix de ces personnages secondaires, et qui leur écrit une histoire à partir des quelques interactions et des dynamiques qu'elles avaient déjà dans l'animé. Mais c'est des personnages qui apparaissaient apparemment très peu. En découvrant le film, je ne m'en étais pas rendu compte parce que tout était pertinent tel quel. Ce qui m'avait frappé, donc, c'était cette mise en scène, et aussi, bien sûr, ce travail sur la musique. Flo disait tout à l'heure, donc histoire d'amitié, histoire d'amour, avec la petite référence à Céline Dion, c'est effectivement une vraie question, une vraie dynamique, avec un parallèle qui est fait dans le film entre un livre et un morceau de musique qui met en scène donc une femme et un oiseau, avec cette idée qu'il faudrait laisser l'oiseau partir. Et tout le film, en fait, s'interroge sur un personnage dans cette dynamique entre ces deux filles qui retiendrait l'autre, avec l'idée que peut-être celui qui retient l'autre n'est pas celle que l'on pense. Donc, je trouve que c'est un film incroyable qui a l'intelligence de montrer deux personnages qui sont nuls en communication, alors que l'une est extravertie et l'autre est introvertie. C'est-à-dire que c'est assez intelligent dans son écriture pour ne pas résumer ça à « Ah, celle-ci est extrovertie, donc elle sait s'exprimer ». Pas du tout. Elle est extrovertie, elle est quand même nulle en communication. Celle qui est introvertie, elle est aussi nulle à sa façon. Et pour que la résolution se passe, pour que le film avance, il faut que cela passe par deux choses: l'essence du cinéma, l'image-mouvement et la musique, qui sont rassemblées ici. À la musique, on a le compositeur de Naoko Yamada qui a bossé avec elle sur tout son travail, Kensuke Ueshio, mais on a aussi donc Akito Matsuda qui est celui en charge des orchestrations de l'orchestre, puisque donc, les deux filles sont dans un orchestre, et d'ailleurs il y a toute une culture de l'orchestration et des orchestres d'école au Japon. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous ici, je le sais, parce que je vous connais un peu et j'écoute le podcast, qui apprécient le film Swing Girls, qui Évidemment. est voilà, Oui. une grande référence du cinéma orchestre lycéen japonais. Mais pas que, voilà, c'est vraiment très très ancré. Et voilà, je trouve que c'est un film formidable et j'adore sa mise en scène. Il y a un travail dans la dynamique des plans, du montage qu'elle abordait déjà dans Silent Voice, mais il y a un travail sur le décadrage. Elle aime amener ses personnages ailleurs dans le cadre que là où on s'y attend. Elle va faire des changements d'échelle, elle va jouer sur la profondeur de champ pour séparer les personnages au maximum, les isoler. Quand un personnage, par exemple, dans un plan, les personnages vont se rapprocher, puis l'une des deux va suggérer quelque chose qui dérange, on va s'éloigner d'un seul coup, on va les décadrer en même temps. Par ailleurs, également, et je voulais juste mentionner ça aussi parce que je trouve ça fascinant, il y a dans son cinéma, et c'est marrant parce que je regardais ce matin un épisode de sa nouvelle série, il y a un vrai focus sur les pieds et sur les jambes. Et Oui. c'est toujours assez rigolo, toujours assez pertinent, mais je pense que c'est le film où ça marche le mieux parce que il y a quelque chose dans
l'animation japonaise et un peu la culture japonaise sur l'expression de la féminité et des sentiments féminins par la manière qu'a le pied de se positionner par rapport à la jambe. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans le film, que je trouve absolument brillant à énormément de niveaux. Et j'ai encore fait un tunnel, je suis désolé, mais j'aime trop ce film. Il n'y a pas de souci, on est là pour t'écouter, c'est pour ça qu'on t'invite. D'ailleurs, petite précision par rapport à ce que tu as dit, mais effectivement, Akito Matsuda, il me semble que c'est le compositeur de la série Soundophonium dont est inspiré, dont est adapté le film. Et effectivement, les personnages, pour avoir regardé 2 saisons de Soundophonium, tu les vois pas beaucoup, Misore et Nozomi. C'est vraiment des personnages extrêmement secondaires. Et je trouve ça assez zinzin que le studio ait décidé de faire un spin-off, mais vraiment sur des personnages, pas dont tout le monde se fout, mais j'ai peut-être pas suffisamment regardé la série, encore une fois. Je suis pas à jour du tout. Mais j'ai un peu l'impression que c'est des personnages qui sont vraiment pas centraux et complètement qui sont dans le background, qu'on voit échanger de temps en temps, mais qui sont pas vraiment là, quoi. Je suis pas certain, mais j'ai cru comprendre que dans les light novels originaux qui ont mené à la série, il y a eu un moment où quand même ça s'est un peu plus concentré sur ces deux personnages-là. D'accord, ok. Et Ok. il me semble aussi que quand ça a été abordé, l'idée justement c'était de faire un spin-off qui soit le moins impactant possible sur l'histoire et donc prendre les personnages les plus secondaires qui soient. Ouais. Mais quand ça a été développé, Naoko Yamada est venu voir Reiko Yoshida et il lui a dit moi je veux m'inspirer de telle chose, à savoir le fait qu'il y en a une des deux qui suit toujours l'autre et qui voit toujours son dos. Et il y a une interview où les comédiennes Toyama et Tenezaki qui jouent les deux, donc Misore et Nozomi, qui en parlent et qui disent vraiment que c'est quelque chose qui a vraiment en fait ancré et développé tout le principe. On est parti d'une idée visuelle pour représenter toute une relation, toute une dynamique. Ah non, ça marche bien et je te rejoins tout à fait sur le fait, enfin tous les mouvements de jambes et de pieds. J'irais même un peu plus loin, c'est les mouvements les plus subtils, les mouvements de main, les cheveux, les yeux des personnages qui sont extrêmement communicatifs et le sont même beaucoup plus que leurs propres paroles en réalité, parce que tu disais tout à l'heure, très justement, que les personnages ont du mal à communiquer. Mais en fait, ils ont un body language, une communication corporelle qui est beaucoup plus développée que ce qu'ils disent. Et on voit beaucoup de choses à travers les yeux de Misore, qui est trop timide pour regarder ses camarades dans les yeux la plupart du temps. Et j'écoutais, ou plutôt je regardais l'interview qui se trouve sur le Blu-ray de Lise et l'Oiseau Bleu de Naoko Yamada, où elle disait qu'elle avait envie de faire un film au cours duquel le public aurait peur de manquer le moindre battement de cils. Et je trouve que c'est très juste. En tout cas, l'envie qu'elle avait se retranscrit parfaitement à l'écran. On a vraiment l'impression que la communication corporelle est super importante dans le film. Charlotte, de ton côté, toi, cette découverte, du coup, ou plutôt cette double découverte, vu que tu l'as regardé une seconde fois récemment. Et ben, j'avoue que c'est un film que j'aime bien beaucoup. Ok. Merci les inconnus. Sans les pincettes, là. 3,5 sur 5. Ouais. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que je vois beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'informations, en fait. C'est très, très riche. Et il y a un peu un côté où je me dis, est-ce que c'est pas un film que je vais voir plus de fois? Et à chaque fois, je vais toujours remarquer des nouvelles choses et des détails, des manières dont elle se regarde. Et Renaud tout à l'heure parlait des cadrages et tout. C'est vrai qu'il y a tout un jeu de regard aussi et où justement il y en a une qui regarde l'autre alors que l'autre elle la regarde pas à ce moment-là et vice versa. Et donc en fait pour l'instant je l'aime bien. Après, je pense que j'ai un peu le même problème que The Color Within, c'est-à-dire qu'il y a une sensibilité à laquelle peut-être je suis pas si sensible. J'ai un peu l'impression d'avoir un cœur de pierre en disant ça. Ça y est, on n'est plus d'accord, Charlotte. Il fallait Ah là que ça là, arrive un jour. c'est le début du schisme. Non, en fait, par contre, il y a vraiment des moments qui sont hyper marquants et ça me l'a moins fait au premier visionnage, mais je pense parce qu'au deuxième, je m'y attendais et tout. Mais vers la fin, au moment où... Parce que donc, elles doivent jouer toutes les deux un solo. Et donc, Misore joue du hautbois, Nozomi joue de la flûte traversière. Et donc, en fait, les deux personnages jouent
Sam met des trucs dans le chat, ça me perturbe, pardon. Désolé. Petit chenapan. Non, je dis, en fait, elles font un duo, et c'est à ce moment-là que Misoré, vraiment, qui, en fait, se bride dans sa musique pour pas faire de peine à son amie qu'elle aime vraiment d'un amour très très pur, et dont elle sent que si jamais peut-être ça le déborde un petit peu, est-ce que cette personne va toujours l'apprécier? C'est vraiment quelque chose qui plane comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, parce que ça a déjà été le cas auparavant. On l'apprend au fur et à mesure du film par quelques indices, quelques conversations, et c'est vraiment un moment qui m'a bouleversée, d'entendre cette musique, où elle joue, et donc évidemment en plus l'animation plus la musique synchronisée comme ça, parce qu'évidemment c'est pas une vraie personne entre guillemets, parce qu'évidemment quelqu'un joue l'orchestration, mais ce moment-là vraiment m'accueillit, et je suis un peu déçue quelque part que ça m'ait touchée que à ce moment-là, quoi. Je Vraiment. comprends ce que tu veux dire. Je rebondis sur ce que tu disais sur le côté amour très pur, parce que c'est quelque chose qui émane pas mal du film, effectivement. Et c'est un truc sur lequel j'ai déjà écrit par le passé dans la représentation des relations queer entre les femmes, notamment dans l'animation japonaise, dans le manga aussi, dans tout ce qui est le genre qu'on appelle yuri, donc on va dire le genre où il y a des relations romantiques, je mets des énormes guillemets, entre des personnages de femmes souvent très jeunes, des lycéennes, des collégiennes. Et ça se base beaucoup sur l'impermanence de ces relations, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont, enfin des enfants, qui sont dans le parcours scolaire et qui donc à un moment donné vont devoir en sortir et vont entrer dans la vie active. Et donc par définition, leur vie actuelle et leur vie romantique, elle va prendre fin au moment où elles vont rentrer dans la vie active. Et donc c'est le moment où leur lesbianisme supposé va s'arrêter pour qu'elles puissent fonder une famille, rencontrer leur mari, etc., etc. Ce qui fait qu'il y a, il y a une pensée critique du yuri qui existe justement vis-à-vis de la manière dont le genre traite l'homosexualité comme on va dire un passe-temps de jeunesse. Et j'ai du mal à pas voir ce film comme s'inscrivant un petit peu là-dedans, même si il le fait assez intelligemment pour qu'on puisse quand même y voir une possible continuité de la relation au-delà du film. Je ne sais pas si ce que je dis est clair, mais oui, Renaud, je vois que tu lèves la main. C'est C'est clair. incroyable le fait que Renaud mette sa caméra, il peut même prendre la parole s'il veut. C'est fou. Mais si vous savez qu'il y a un moyen de prendre la main aussi. On t'entend muet, pas. Renaud. Ouais. Oui, pardon. Ah ouais. Vous savez qu'il y a un moyen de prendre la main même virtuellement quand il y a un petit Oui, bouton. oui, ça, Oui, bah ouais. ça je connais. Ok. Je Ok, bosse je assez. sais pas. Je ne sais pas. Non, je trouve ça super intéressant ce que tu dis, et c'est vrai qu'à l'époque où le film était sorti, j'avais fait une critique où j'avais dit dedans, écoutez, elles sont lesbiennes, et on m'avait ouais, reproché c'était sûr, ça. Ouais, en fait, on m'avait reproché ça en partie pour des raisons pertinentes, effectivement, qui rejoint ce que tu disais, qui était que il y a dans la littérature japonaise une manière de représenter l'amitié féminine qui, dans les codes, souvent, se rapproche de relations amoureuses, romantiques, etc., qui ensuite sont voisines des œuvres yuri dont tu parles. Moi, ce que je trouve super intéressant sur ce film-là, c'est que d'une part, s'il y a une relation romantique, je ne sais pas si elle est pensée de la même manière chez les deux personnages. Et si ça n'est pas le cas, si on traite le film uniquement sur l'angle d'une amitié, alors je le trouve peut-être encore plus beau, parce que s'il y a de très beaux films qui parlent de relations homosexuelles amoureuses, j'ai une faiblesse particulière pour les films qui parlent d'amitié, qui en parlent bien, et c'est pas si courant que ça, les films qui parlent d'amitié féminine sans aller vers l'angle de la relation. Je balance une anecdote à ce sujet, mais je sais plus qui avait dit ça il y a quelques années, que c'était beaucoup plus facile d'avoir au Festival de Cannes en compétition un film avec des lesbiennes qu'un film avec deux femmes qui sont amies, parce que dans le premier cas, peut-être elles vont baiser, quoi. Donc c'est cool, quoi, on va pouvoir voir des trucs. Alors dans le cas où elles sont amies, pas trop. Et mine de rien, souvent ça fausse un peu les possibles envers un cinéma qui, souvent, les vraies histoires d'amitié
est appauvri. Et si on le prend donc celui-ci comme une histoire d'amitié, avec tout le flou qui peut exister autour des sentiments d'amour qu'on peut avoir envers des amis, alors je pense que c'est un des plus beaux films qui soit sur l'amitié et sur tout ce que tu as décrit sur le passage à la vie adulte et les déchirements et les bascules que ça représente. Mais il y a un truc qui est assez fascinant aussi dans ce film et je pense que c'est quelque chose que le film capture très bien, c'est la manière dont il y a un des 2 personnages qui vit vraiment la fin de cette relation ou du moins la fin annoncée comme un crève-cœur, tandis que l'autre, ou plutôt les autres même d'ailleurs, hein, parce qu'elle est entourée de plein d'amis, Misoré, elle voit vraiment ça comme, la conséquence logique des aléas de la vie et le lycée va se terminer et donc c'est normal que les gens passent à autre chose. Mais, de son côté, elle voit vraiment ça comme un crève-cœur et c'est à la base de nombreuses romances ça, hein, mais ça a rarement été aussi bien raconté que dans Lise et l'oiseau bleu, je trouve. Hem, Issam, de ton côté, comment tu as vécu ce revisionnage de Lise et l'oiseau bleu? Alors moi, c'est au moins mon deuxième revisionnage, donc c'est au moins la troisième fois que je le vois, ce qui arrive assez rarement pour des films, parce que je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup à nouveau. Donc ça veut vraiment dire que je l'ai beaucoup aimé. Ou alors il faut que ce soit Papa Mobile, mais bon, après ça, c'est une autre histoire. Que tu as beaucoup aimé, du coup, par définition? Énormément, évidemment, avec une insistance sur les pieds et les jambes, là aussi, hein. Ah! Ça peut être rapprochable. Ah! Seigneur! Comment on en est arrivé là en 10 secondes d'intervention? Je sais pas. Donc, oui, ce que je disais, c'est un film que j'aime énormément. Pareil, oui, j'aime en fait tout ce propos sur les difficultés de communication où c'est aussi difficile d'un côté que de l'autre, parce que j'ai un peu le sentiment que chacune, Misoré comme Nozomi, n'envisage pas que sa façon d'envisager leur relation et le monde ne soit pas partagée par l'autre. Mmh. Et donc qu'elles prennent pas la peine de communiquer non plus parce j'ai l'impression qu'elles comprennent même pas en fait qu'il y a un souci de communication. Nozomi ne comprend pas que Misoré voit en effet comme un drame ce qui pour elle est plutôt une conséquence logique de la fin du lycée. Et Misoré, elle, ne comprend pas que pour Nozomi ça paraisse aussi normal. Donc je trouve ça vraiment joli. J'aime aussi beaucoup, oui, Renaud l'a mentionné, la manière de marquer l'éloignement, notamment de Misoré, toute cette première scène, après la première scène de conte où elle attend Nozomi, et où il y a quasiment personne dans le lycée, on voit une ou deux autres lycéennes passer rapidement, mais globalement elle est toute seule, et pendant tout le film elle va être très isolée comme ça, sans qu'on sache bien si c'est réellement que véritablement elle s'isole dans l'espace, ou si c'est qu'elle efface à peu près tout le monde de sa perception. J'ai aussi beaucoup lu ça, comme ça, que c'est pas tant qu'elle est réellement seule, que plutôt elle efface volontairement les gens de son environnement. Donc je trouve que ça touche à quelque chose ouais, de très très juste. Et moi, pour le coup, ça m'a fait penser tout ce que vous avez dit sur les amitiés et les fins d'une époque, un film que je dois citer une fois par semaine aussi, et conseiller à quelqu'un une fois par semaine, qui est Linda, Linda, Linda. On va y avoir, On on va va y faire, avoir tu sais, on va faire tout le bingo des films musicaux japonais, c'est incroyable. Oui, voilà, mais il y a à peu près la même chose. Alors, sans l'ambiguïté amitié-amour dans Linda, 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 beaucoup moins en tout cas. Mais il y a cette idée de la fin d'une époque et Ouais. d'une volonté de faire quelque chose, ici de faire de la musique. Dans le cas de Lise et l'oiseau bleu, la musique devient un moyen de réussir à communiquer, ce qui est une vision de l'art aussi qui me touche beaucoup. Ayant moi-même des difficultés de communication de temps en temps, j'aime bien cette idée de trouver une méthode alternative, pourquoi pas la musique effectivement, pour rétablir le dialogue. Je trouve ça très joli. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu un très très gros travail sur la musique, sur la technicité de l'animation aussi, hein, parce que en réalité c'est un film dont on parle beaucoup de l'histoire et de ce qui se passe dans le film, mais en termes de facture, c'est aussi un film de très très haut niveau, aussi bien aussi en termes de mise en scène, parce que tout à l'heure Renaud parlait du montage notamment. Moi j'ai surtout relevé, il y a un enchaînement de plans au tout début du film, quand Nozomi décale sa chaise pour s'asseoir à côté de Misoré et que leurs épaules se touchent assez brièvement. Il y a un truc que je trouve génial et assez symptomatique de l'œuvre de Yamada, c'est vraiment c'est l'essence même du cinéma, qui est avant tout un art visuel, hein, que de communiquer autant d'émotions par quelques images, des plans assez rapides, mine de rien, et où il n'y a pas beaucoup d'animation, mais les quelques touches subtiles suffisent à ça. Et de ce que tu disais sur la musique, ça rejoint vraiment ça aussi, c'est que ça en fait pas des caisses.
faut pas dire que ce soit des envolées à la Joe Hisaishi, mais ça fonctionne très bien et c'est pas forcément des thèmes qu'on va chantonner par la suite, etc. Mais quand ils nous mettent dans l'ambiance du film, je trouve que ça fonctionne particulièrement bien. Je voulais, Vas-y. je voulais juste ajouter, même par rapport en fait, à ce à ce décalage entre la vision de Mizoret et de la plupart des autres, justement sur la fin de quelque chose, j'ai l'impression que c'est pas mal lié au fait que pour Mizoret, ça a l'air beaucoup plus dur de se faire des nouveaux amis ou des nouvelles amies, et que donc il y a peut-être aussi cette idée que toutes les autres se disent c'est la fin d'une période, on va peut-être perdre des gens de vue, c'est triste, mais on retrouvera d'autres personnes, tandis que j'ai l'impression que Mizoret, elle est beaucoup plus dans l'idée que c'est la fin d'une période, je vais perdre des amis et j'en retrouverai probablement aucune pour les remplacer. Euh, Enfin, moi, c'est un peu comme ça que j'ai lu Il le n'y a pas que ça personnage pour et j'ai moi. trouvé ça très touchant aussi. Il n'y a pas que ça pour moi. Enfin, il y a aussi enfin, c'est lié bien sûr, mais justement le rapport à la musique en fait et à qu'est-ce que tu vas faire de ta vie après ça. Il y a, qui me semble assez essentiel aussi, la manière dont c'est résolu par le solo, son solo à la fin. Pour moi, il y a vraiment ça aussi qui est accepter qui elle est, quoi. Ouais, mais c'est un film qui a beaucoup de choses à dire sur l'identité, sur la manière dont on évolue pendant on va dire la fin de l'adolescence et quand on va vraiment rentrer dans le monde adulte et comment on se projette dans la vie d'après. Et sans pour autant l'aborder directement, parce qu'encore une fois, c'est vraiment les craintes et les aspirations de ces deux lycéennes qui sont transcrites par l'animation, la musique, plein de choses, des mouvements d'yeux, de doigts, de pieds, etc. Et ça n'a pas besoin d'être verbalisé pour qu'on comprenne. Mathieu, de ton côté, lisez l'oiseau bleu, dont tu nous vantais les louanges tout à l'heure, recommence maintenant que c'est le moment de le faire. Bah, c'est un twist. En fait, je déteste ce film. Non, je rigole. Mais Incroyable. il fallait bien que quelqu'un le fasse. Non, bah, c'est un film que je trouve absolument. Moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Vraiment. Allez. Alors, pour le coup, j'ai pas vu grand-chose de ce qu'a fait Naoko Yamada, mais le moment où vraiment, à l'arrivée à la conclusion de mon premier visionnage de ce film, j'ai vraiment été foudroyé par toute l'intelligence de la réalisatrice et par toute la sensibilité qu'elle déploie à travers bah, tous ces artifices, ces moyens pour arriver à communiquer tous les sentiments de ces personnages par, comme vous l'avez déjà dit, mais par tous ces choix qui peuvent paraître un peu anodins de montrer des mouvements très doux, très, très cachés de mains, de jambes, ces manières de cadrer où très souvent on voit pas le visage des personnages. Je me rappelle que la première fois que j'avais vu le film, ça m'avait beaucoup marqué. Je crois que c'est même le truc qui m'avait le plus marqué que on est vraiment très souvent cadré sur les corps plus que sur les visages, puisque c'est, comme vous l'avez déjà dit, la manière vraiment de verbaliser des sentiments qu'on n'arrive justement pas à verbaliser, que la parole n'arrive pas à communiquer et que même jusqu'à un certain moment, la musique n'arrive pas à communiquer avant que la protagoniste finisse par se lâcher dans ce fameux solo absolument incroyable, qui est une scène absolument merveilleuse du film aussi. Et ouais, vraiment foudroyé par ce film, qui est d'une sensibilité, d'une humanité, et qui, je pense, peut résonner aussi pas mal dans le cœur de beaucoup de gens, parce que on est beaucoup de personnes à avoir vécu ce genre de moment de doute, où on ne sait pas ce qui va se passer après la fin du lycée, la fin du collège, et toutes ces amitiés qui arrivent à leur terme, où, comme vous avez dit, il y a, pour certaines personnes, c'est juste une conséquence logique, c'est une étape à passer, c'est un nouveau chemin qui s'ouvre. Pour d'autres, la clôture d'un de ces chemins est quelque chose de beaucoup plus déchirant, et c'est forcément des choses qui viennent se briser au niveau des sentiments et au niveau de la manière d'arriver à communiquer tout ça. Donc je trouve que c'est un film très important sur l'adolescence et sur la manière vraiment de vivre son adolescence et la manière d'arriver à essayer d'anticiper sa vie d'adulte à travers tous ses désirs, toutes ses aspirations. Puis en plus, voilà, c'est un film où il y a beaucoup de musique. Moi, j'adore la musique, tout ce qui est... C'est très bête de dire. J'aime beaucoup la musique, mais j'aime beaucoup quand un film arrive à faire la fusion entre tout ce qui est image, narration et musique. Et comme j'ai dit, comme on est tous d'accord là-dessus, vraiment cette scène de lâcher prise du solo où enfin Mizoret arrive à s'exprimer et arrive vraiment juste à lâcher prise et à devenir la personne qu'il faut qu'elle devienne à cet instant-là. Moi, ça me met au sol.
Il y a un truc assez marrant sur la manière dont les personnages sont, identifiés à l'écran, même quand on voit pas leur visage. Je sais pas si vous avez remarqué, mais comme je l'ai vu beaucoup le film parce que, encore une fois, moi aussi, je pense que c'est son chef-d'œuvre, de très, très loin. C'est, la manière dont, elles vont être accessoirisées. C'est-à-dire qu'on va avoir Nozomi qui a une montre rose, on va avoir la couleur, des foulards ou des chaussettes des lycéennes qui n'est pas la même en fonction des personnages et assez rapidement, on arrive quand même à les identifier les unes les autres alors qu'encore une fois, on voit pas leur visage, on n'entend pas leur voix et je trouve que ça marche vraiment Mhm. très, très bien et je sais pas si je m'en rends compte parce que j'ai vu le film un nombre incalculable de fois Non, mais maintenant c'est réel. ou C'est ouais, réel. bon, Oui. bah, voilà. C'est Donc, rigolo ce que disait Mathieu sur le fait que les visages des personnages étaient souvent cachés. Ça m'a fait un flash de Silent Voice, où il y a toute cette idée ah que oui, le protagoniste, dont j'ai totalement oublié le nom, je suis désolé, mais pendant longtemps, vu qu'il est en colère contre toutes les personnes qui l'entourent, il ne voit pas le visage des gens, en fait, ils sont remplacés par... il y a une grosse croix qui apparaît sur ouais. leur visage. Alors ça, c'est une idée qui est déjà dans le manga, mais c'est rigolo que Naoko Yamada se soit retrouvé à travailler sur un film qui déjà, en fait, l'avait obligé, entre guillemets, à communiquer les émotions des personnages et leur identité autrement que par leur visage pendant une partie du film. Ouais, elle cherche de la personnalité partout à un point qui est incroyable. Et là aussi où je pense que le film est l'aboutissement d'une certaine manière de ses obsessions et de sa technique, c'est qu'on voit son rapport au cinéma en prise de vue réelle, parce qu'il y a une manière de penser les choses qui viennent de là, et elle les traduit en animation avec ces choses. Vous savez, on parlait on disait, il y a beaucoup de plans sur des petits mouvements, sur des mouvements de jambes, des mouvements de bras, des gestes, etc. Mais si ces moments-là étaient en prise de vue réelle, ils seraient beaucoup trop exagérés. Mais comme elle sait qu'elle peut prendre ça avec une mise en scène qui imite un peu un style plus prise de vue réelle, et des mouvements qui ont cette espèce d'exagération qu'on se peut se permettre en animation parce que ça va paraître réaliste de cette manière-là, alors que ça ne l'est pas, et ça va réconcilier les deux, en fait, pour créer justement une forme de sincérité, mais à un point où c'est obsessionnel, quoi. Je sais que, par exemple, dans les trucs de personnalité qu'elle cherche, il me semble que par exemple, les bruits de pas, parce qu'on les entend beaucoup marcher dans le film, je crois qu'elle est allée avec le compositeur sur place dans le lycée qui sert de référence pour la série, pour avoir vraiment les couloirs de la bonne dimension, etc. Et puis marcher dedans et avoir une rythmique, en fait, que savoir, ok, il y a tel nombre de pas à tel endroit pour tel personnage, ça marche à telle vitesse, toute la personnalité de tous les personnages est à la fois dans l'image et dans le son. Et donc, effectivement, les visages sont quasiment secondaires, même si, en vrai, ils sont très définis aussi par leur coiffure. Ça, c'est assez habituel, mais on pourrait comprendre le film sans les visages aussi, oui. On va dire que Naoko Yamada les a caractérisés d'une autre manière que le fait la série. Encore une fois, pour avoir vu une saison et demie, on va dire, 2 saisons, c'est pas filmé, enfin filmé, c'est pas montré de la même manière dans la série. Les personnages sont pas filmés de la même manière. C'est vraiment assez unique au film. Euh, Chloé, pour terminer sur notre avis sur le film, Oui, qu'en as-tu pensé? Et ouais, voilà, je pense que je suis tout aussi dithyrambique que tout le monde, donc je ne vais pas formidable. forcément m'étaler sur Sauf Charlotte. Merci de Charlotte, elle a dit m'appuyer. qu'elle aimait bien. Charlotte, elle a dit qu'elle aimait C'est bien. quand Mais même, là, vous êtes c'est dur, un vous êtes 7. dur. Oh, vous êtes dur. Non, non, mais en Euh, vrai, Charlotte, pour le coup, Plaisante. moi, la première fois que je l'ai vue, j'étais pas aussi dithyrambique que là tout de suite. Donc je en trouve vrai, que Ah. je trouve que c'est un Après, film qui voilà. peut être dur dans lequel s'immerger, être absorbé si on n'est pas, je trouve, vraiment concentré dessus aussi. C'est pour ça aussi que peut-être le voir en salle, ouais. c'est mieux. Parce que c'est un Ah, j'en film rêve. qui joue beaucoup Oui. sur le son quand même. Et je sais pas, je trouve qu'il a vraiment besoin d'être immersif en fait. Donc je peux comprendre ce que Charlotte dit, ouais. Je comprends. Au Mais pire, c'est pas très grave. non, c'est Tellement vrai. malheureuse en disant C'est ça. dramatique. C'est dramatique. Ah, Charlotte. On est ensemble sur The Ugly, t'en fais pas. Ah, il y a que Mais, vous sur le dossier là. c'est vraiment, il n'y a que vous là, on vous laisse. On vous laisse celui-ci. Ouais. On va arrêter le podcast là d'ailleurs. Mais Ah du non, coup, il y a pour pas eu de revenir quiz. pour revenir du coup à Lise et l'oiseau bleu, enfin, vous parliez beaucoup de la musique et de la temporalité. C'est quelque chose en y réfléchissant, on a l'impression en fait que ça agit un peu comme un métronome en fait dans le film.
Et c'est assez amusant parce que finalement, bah, là, en réécoutant d'ailleurs la musique du film en ce moment, c'est, je trouve, encore plus marqué parce que c'est un film qui, surtout sur le morceau de fin où on le sent vraiment libérateur, en fait, c'est presque comme si elles couraient ensemble ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose qui est très très beau et qui est très bien exprimé finalement. La beauté du geste, etc. C'est très très beau et Super même au film. C'est niveau de autre chose, la la... beauté du geste. Ouais, voilà. Oui, Ouais, bon. c'est bon. Vous voyez, on fait des références qui On est n'étaient pas volontaires, cinéphile. mais c'est ça, on est cinéphile. Euh, Bon, c'est surtout la pub de France 2 de Stade 2, mais bon, c'est pas grave. Une autre référence. C'est vrai, putain. C'est vrai. C'est vrai. Désolée, il est tard. Pas On tant. a du mal à se Et, concentrer aujourd'hui. J'aime bien, je c'est un crois que peu c'est ça. à chaque épisode, Chloé dit à un moment donné, il est tard, pour excuser Oui, une vanne débile. Un c'est jour, on en important. enregistrera un en Parce milieu que je ferai... d'après-midi, il sera tard quand même. C'est Il ça, je sera ferai la même 18h. blague à 10h le matin, hein, c'est important. Incroyable. Mais non, du coup, oui, c'est pareil au niveau de la musique. Je trouve qu'en fait, on retrouve beaucoup aussi le style d'animation. C'est une musique qui est très légère et qui s'apparente beaucoup à de l'aquarelle. Enfin, c'est un peu bizarre, mais quand j'écoute de la musique, je vois des images ou je vois de la couleur et je trouve que en fait, c'est vraiment la manière dont j'associerais en fait la musique au film. En fait, je trouve que la symbiose est vraiment parfaite à ce niveau parce que c'est vraiment quand j'écoute cette musique-là, c'est vraiment de l'aquarelle qui en ressort et c'est très très beau à voir comme à écouter. Et c'est un film qui est vraiment subjugant à ce niveau. Et pareil, tout à l'heure, on parlait aussi des relations qui sont exprimées dans le film, notamment peut-être queer ou lesbiennes, etc. Et avant de faire le podcast aujourd'hui, j'ai du coup pas mal, pendant là, les derniers jours, lu des interviews où elle parle notamment de ça. Et c'est vrai qu'elle en parle finalement comme une relation comme une autre. Et je pense que ça rejoint un petit peu ce qu'on dit aussi en voulant l'exprimer, mais après, nous aussi, on peut projeter ce que l'on veut sur un film et sur une relation. En soi, c'est aussi notre droit et c'est un peu la liberté du média et de pouvoir en faire ce que l'on veut derrière. Fondamentalement, ça reste une relation qui est absolument merveilleusement bien représentée et qui est extrêmement touchante, peu importe ce qu'elle veut représenter sur la finalité. On reste sur quelque chose qui est d'une beauté, franchement, sans pareil et qui est très, très touchante parce que on sent que c'est vraiment rempli d'amour et peu importe la forme d'amour, encore une fois, c'est très très beau. Donc voilà, j'ai pas forcément grand-chose à dire de plus. C'est vraiment un film que je trouve très touchant et très émouvant et que je pense qu'on peut revoir un peu de manière annuelle, un peu voilà, pour se baigner dedans, pour se replonger dedans, Ah oui. parce que c'est quelque chose qui est très très apaisant et qui, notamment par exemple au printemps, peut être très agréable à regarder à nouveau avec les couleurs qui sont très vives. Qui sont très chaleureuses. Donc voilà, c'est vraiment une très très belle œuvre. Et j'ai vraiment très hâte de voir The Colors Within un jour. Mais Parce que voilà, Ah, je c'est pense trop que bien de tu vas être très compléter. cliente, hein. bah, Oui, vu la Si manière t'as souvent. dont tu été, parles si t'as de. été très sensible à l'aspect Ouais. musique et Ouais, ce que ça Ouais. t'évoquait en termes d'image, je pense que il y a de Oui, fortes c'est chances que totalement ça dans le prolongement de ça. que Ouais. ça te parle, ouais. Mais parce Ouais. qu'encore une fois, c'est ni le premier ni le dernier film musical de Naoko Yamada, et c'est quelque chose qu'elle fait très très bien. Lier la musique à l'animation et à l'histoire et aux émotions que ressentent les personnages. Et j'aimerais juste revenir sur un truc que tu as dit, Chloé, qui me semble Mhm. assez capital, qui est que effectivement, il y a le fait que cette relation, la manière dont on parle Naoko Yamada et surtout la manière dont on la perçoit, elle est propre à chaque spectateur, chaque Mhm. spectatrice. Et, mais ça rejoint aussi un truc qui est très très vrai des relations que peuvent avoir les collégiens, les lycéens, les lycéennes. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des relations interpersonnelles sur lesquelles on ne peut pas forcément mettre d'étiquette parce qu'on est très jeune encore et qu'on n'a pas une Mhm. expérience de la vie qui est très développée. C'est Et très donc, ambigu. exactement. Et du coup, à la limite, c'est logique en fait qu'elle-même, que ce soit Misoре ou Nozomi, ne puisse pas mettre d'étiquette sur la relation qui les unit toutes les deux. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on peut avoir toute l'attitude à penser ce qu'on veut de leur relation et de la manière dont elle peut potentiellement évoluer par la suite, parce qu'en réalité, je pense qu'elles-mêmes ne le savent pas. Et Mhm. je pense que c'est aussi une des réussites du film, c'est de pouvoir calquer n'importe quel ressenti sur la manière dont les deux lycéennes vivent le truc, quoi. Donc voilà. Je crois qu'on a un peu fait le Je tour. voulais Les Et toi, revenir. Flo? Bah non, mais moi, je donne mon avis au fil de l'eau, moi, vous Oui. savez, hein, mais non, mais moi j'aime beaucoup ce film. Non, mais c'est un film que je trouve absolument génial. On n'a pas trop parlé des séquences oniriques qui sont un peu inspirées C'est d'un vrai. livre d'images pour enfants. Je les trouve absolument superbes par ailleurs, hein. Il y a un Ouais, style avec visuel un qui est style, complètement ouais. différent. C'est Ouais. magnifique. Ouais, qui est, d'ailleurs, ça rejoint ce que tu disais, Chloé, tout à l'heure, le côté aquarelle. On est en Oui. plein dedans. C'est ça.
c'est super cool de voir que elle arrive à maîtriser aussi ça. Et d'ailleurs, bah, du coup, pour ceux qui sont intéressés et qui auront la chance de voir The Colors Within plus tard, et notamment pour toi, Chloé, tu verras que c'est quelque chose que tu vas un peu retrouver aussi dans The Colors Within, dans la technique Mhm. d'animation. J'ai Et, hâte. mais ça se voit du coup qu'il y a un parcours Il va même qui se encore plus construit. loin. Encore une fois, ouais, ça va vraiment très très loin en matière de synesthésie, The Colors Within. Je pense que là, Pareil c'est. sur le court-métrage clip Oui. qui vraiment va dans des directions J'ai assez l'impression folles que de j'en ce avais de côté-là aussi. loin, ouais, je l'ai pas vu, mais Ouais, Oui, dans les 5 l'affiche dernières laissait minutes penser ça. surtout, oui. exactement. Ouais. Ouais, non, Euh, mais c'est. Encore une fois, il y a une continuité, il y a un cheminement logique dans son œuvre qui n'est pas désagréable à suivre. Donc, j'ai hâte de voir son prochain Loin de là. film. J'ai déjà Mais hâte. c'est ça qui est fou en fait, c'est qu'il y a tellement une cohérence thématique, pas forcément stylistique, parce que pour le coup ça évolue énormément dans ces derniers Ouais. projets, mais il y a une telle cohérence thématique que je comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus comme une vraie autrice, quoi. Parce que voilà, c'est les obsessions des auteurs de ramener tout le temps les mêmes choses, les difficultés de communication, la musique. C'est tout le temps là, la synesthésie, c'est tout le temps là. Elle mériterait mieux. Elle mériterait vraiment d'être discutée de manière plus sérieuse. Je peux raconter un truc très rapidement, sur un parallèle Non. rapide, ce que je dis. Oui, Non, bien sûr. je le fais Non, quand mais même. bien sûr. Il hijack le podcast. Non. J'avais vu une fois dans un musée sur l'histoire du Japon un truc sur l'art et le moment en fait où la peinture à l'huile est arrivée au Japon. Quand le Japon s'ouvre au monde, et il y a des communications pour plein de choses, pour le commerce bien sûr, mais aussi pour les arts. Les Japonais sont très heureux de montrer leur technique d'estampes, leur technique de dessin et tout en Occident. Et ils se rendent compte qu'en fait en Occident, c'est considéré comme de la merde en fait. Enfin, c'est pas du tout noble en fait ce truc-là. Et donc ils se mettent à la peinture à l'huile et à faire des trucs un peu à la sauce européenne. Donc on a des tableaux à la Renoir, mais japonais, période 19e et tout, c'est assez rigolo. Et ce que je trouve marrant, c'est que Naoko Yamada, elle a fait ces études-là. Elle est passée par la peinture à l'huile, elle a étudié ça à l'école. Puis elle s'est dit qu'en fait, c'était peut-être pas ça qu'elle voulait faire. Elle est revenue en fait à quelque chose qui est plus sa personnalité. Et peut-être que si elle avait fait de la peinture à l'huile, elle aurait été considérée comme une autrice à part entière, comme une vraie artiste. Et là, maintenant qu'elle est allée vers qu'elle s'est, elle est partie vers le bas, elle fait de la japonaiserie, Elle fait de la forcément. mangasse. Ouais, bah. Elle fait de la manga, c'est ça. On la considère pas à sa juste valeur, alors qu'elle est exactement là où elle devrait être, et c'est une grande artiste. Voilà. Libérez Naoko Yamada. C'est vrai. Libérer C'est vrai. Naoko Yamada. C'est pas mal pour terminer ce segment sur le film. Je voulais juste Vas-y, Sam, je t'en rebondir sur un truc parce que c'est rigolo. Chloé a parlé de la musique comme évoquant l'aquarelle. Il est con. C'est vrai qu'il est concentre ce chat. Et en fait, quand on lit des interviews d'Ushio sur la musique, il y en a énormément, c'est assez passionnant. Il y a deux trucs sur lesquels il revient beaucoup. Il y a les bruits de pas, où il parle énormément de comment il a créé des micro-décalages en ayant effectivement une approche métronomique, entre guillemets, des bruits de pas, mais avec de très légères variations, par exemple en prenant 3 tempos de nombres successifs, mais qui du coup ne se superposent pas pile poil. Et il a aussi composé certains moments dans les moins mélodiques, en mettant des taches d'encre sur une portée musicale, des taches d'encre colorées, et en faisant un pliage pour obtenir une tache d'encre jumelle, mais pas parfaite, sur une seconde portée. Et en fait, donc, il a vraiment travaillé à base alors d'encre, mais ça aurait pu tout aussi bien être de l'aquarelle pour sa musique. Du coup, c'est Mais rigolo ça- que tu aies eu cette métaphore pour en parler. C'est ça qui est fascinant, c'est que le gars va jusqu'à enregistrer des bruits de pas pour Les essayer fous du d'avoir bus, une. merci, vraiment. Qu'est-ce Merci. que qui des se passe cracks. Ils sont en train de faire n'importe quoi. Apparemment, ça devant faisait le- beaucoup marrer Naoko Yamada Non, mais de voir c'est- Ushio enregistrer avec son petit micro Mais ça, dans c'est l'école. rigolo parce que vraiment, c'est de toute part du spectre de la manière d'enregistrer le son et la musique, quoi. Il y a vraiment, là, il y a une attention au détail qui est incroyable. Et à côté de ça, le gars va renverser de l'encre sur une partition et se laisser porter au fil de l'eau, quoi. C'est deux approches qui sont complètement différentes, mais qui du coup sont très complémentaires, y compris dans ce film-là, où encore une fois, le travail sur la musique, il est complètement différent quand on est dans le lycée et quand on est on va dire, la bulle pastorale que représente ce livre d'images qui est assez folle. Non, mais encore une fois, je vous rejoins tout à fait sur le film, hein, pour finir de donner mon avis.
Oui, film absolument formidable, chef-d'œuvre, et qui, je te le confirme Chloé et je te le confirme Charlotte, gagne à être revu. Puisqu'encore une fois, ma première impression était bien moins bonne que celle que j'ai aujourd'hui, en l'ayant revu beaucoup de fois et en ayant eu une attention aux détails qui n'était pas la même que lorsque je l'ai regardé pour la première fois. Maintenant qu'on a fait le tour de Lise et l'oiseau bleu, nous allons passer au moment que tout le monde attend dans cet épisode, à savoir le quiz, le fameux quiz de l'émission. Comme tous les mois, Ouh. nous allons jouer cette fois-ci avec, surprise, surprise, Naoko Yamada, qui a quand même une longue carrière derrière elle. On va commencer avec une question qui fâche. Attention, la question qui fâche. Selon vous, et encore une fois pour répondre, vous me dites votre prénom, et puis celui qui dit son prénom plus vite, je lui donne la parole, et s'il a un bon... Voilà. Première question. Combien de jours, on cherche une estimation, hein. Combien de jours se sont écoulés depuis que son dernier film en date, The Colors Within, a été montré en avant-première au Forum des Images par son distributeur supposé, Eddie Anime. Je rappelle que le film était censé sortir en 2025, mais qu'on l'attend toujours. Combien de jours selon vous? Ça peut être une estimation. À la Issam, bouche. Vas-y, Sam. 1080. Oh, Oula. c'est beaucoup. C'est beaucoup Renaud. trop, Sam. Vas-y, Renaud. Je crois que c'est un truc du genre 525, un truc comme ça. On est... 525. Ouais. Est-ce que Charlotte. quelqu'un a un autre guess? Allez-y, donnez-moi un. Je vais dire 700 jours. 700 jours, ok. Chloé? 749. 749, on monte, ok. Mathieu, de ton côté? 480. Ah là là. Eh bien, il me semble que c'est soit Renaud, soit Chloé qui sont les plus proches, puisque c'est 616 jours. C'était le 28 novembre déjà. 2024. Ah, c'était novembre. C'est long. Et Pourquoi je le voyais en janvier 2025, moi? et il était quand Non, même parce que passé par Annecy avant ça. Donc Ouais. ça Ah, fait encore j'étais parti plus sur longtemps qu'il a été. 2023. Et c'est une des rares années où j'étais pas au festival, j'étais dégoûté. Bah, je me souviens de ça, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. C'est une Donc, prise voilà. d'otage, là, quand même. Donc on est Mais- quand même mais sur un film. Je peux raconter des coulisses parce que je t'ai ramené quand même du Japon un goodie du film. C'est vrai. J'ai un magnifique goodies du héros masculin du film, qui est à mon porte-clés du travail, d'ailleurs. Sachez-le. Voilà. Mais au pire, ils vont finir par perdre les droits et quelqu'un d'autre pourra les reprendre ou... Comment ça se Je pense pas, je pense pas. C'est déprimant. Ah, À mon avis, ça va C'est- finir sur Amazon Prime, un de ces quatre. Tu sais, en mode. ouais, genre, c'est et ça. voilà, c'est Ça là. se trouve, il y est déjà en fait et on l'a pas Oui, vu. on est sait pas au pas. Ouais. Et il est que en VF, mais il n'y a pas de VF en fait, c'est une voix IA et tout. Ah non, Ah, non. arrêtez. Ah, ah, la Je, lucarne, ça je doit reprends revenir. la main dans. Non, Non, arrêtez. c'est une vision d'horreur, là. Alors, la Terre seconde qu'on veut, celle-là. question. La seconde question, Renaud y a répondu tout à l'heure. Donc, Renaud, tu n'as pas le droit de répondre. Et les autres, si vous avez été attentifs, vous avez déjà la réponse. Sur quelle œuvre de l'an 2000 a-t-elle commencé sa carrière en tant qu'intervalliste? J'ai plusieurs propositions. Attention. Oui, mais fallait écouter. Ah bah, fallait écouter. Faut écouter quand Renaud, Fallait il nous parle, dire c'est ça en intéressant. début d'émission. Ah bah ouais, on s'écoute quand on parle. Moi, je vous écoute quand je parle. Je rebondis sur ce que vous dites. C'est ce qui rend l'émission vivante. Plusieurs propositions. Amtaro, vous connaissez Amtaro? Oui. Amtaro, Oui, Oui, et la légende. je suis très nul en animation, mais Le oui. jeu de cartes Bah, là, c'est ça? Ouais, exactement. En parlant de jeu de cartes, deuxième Le tarot proposition, du jambon. Yu-Gi-Oh! Troisième proposition, Lovina. Quatrième proposition, Inuyasha. Charlotte. Charlotte, Inuyasha. c'est tout à fait, c'est Inuyasha. Tu le savais ou est-ce que c'est parce Oui. que Renaud l'a dit tout à l'heure? Ok, Non, d'accord. je le savais. Inuyasha, animé adapté du manga de Rumiko Takahashi. Déjà, c'est Kyoto Animation qui sous-traitait à l'époque pour Sunrise, parce que Kyoto Animation, c'est un studio qui a beaucoup sous-traité aussi à Oui, l'époque. parce où que le ils étaient studio a été moins- créé en 86, mais leurs à fait. premiers animés par entière arrivent au début des années 2000. Exactement. Mais d'ailleurs, la sous-traitance, c'est quelque chose que font beaucoup les studios d'animation japonais et sud-coréens par ailleurs, hein, pour même, y compris pour des productions américaines d'ailleurs. Hein. On le sait moins, mais souvent quand vous allez voir des films américains et surtout des films à grand spectacle avec des effets spéciaux, vous allez voir souvent des noms de personnes sud-coréennes ou indiennes, des fois, ça dépend. C'est qui aussi vont nord-coréenne, participer. non? Il y a des gens Ah, nord-coréens. c'est plus maintenant, je crois. Mais, Moins enfin, maintenant, Je crois que c'est moins. mais à une ouais, époque ouais. un peu. Mais c'est tout à Ah, fait. je savais même pas, Ouais. tu vois. Putain, Ouais. quel enfer. Et mais même si vous regardez les studios Ghibli, ils font souvent de l'animation pour des jeux vidéo. C'est marrant ça. Bah, ça Ouais, paye les factures. Tout le monde. Ouais, c'est ça. Tout le monde. fait du taf un peu comme ça. Deux films de Miyazaki, il faut bien qu'il y ait 5 ans qui s'écoulent, donc faut Bah, bien. c'est payer ça. les factures. Maintenant que Takahata n'est plus là, paix à son âme. Troisième question. Lequel de ces films de Naoko Yamada a eu le plus de succès au box-office mondial? Alors j'en ai 4. Lise et l'oiseau bleu, The Colors Within,
Silent Voice ou K-On! Le film. Renaud, Renaud, Silent Voice. t'es sûr de toi? Oui. C'est Et c'est Silent ton dernier Voice. mot. C'est Silent Voice. Avec 30 millions de dollars de recettes, l'équivalent du moins, contre 700 000 pour Lise et l'oiseau bleu, ce qui est beaucoup moins. Il s'est Ah fait là là, tort. ça me déchire le cœur. C'est pourtant l'adaptation d'une série à succès, un Soundophonium, ça cartonne. The Colors Within n'a fait que 2 millions et K-On! En a fait 21. Après, encore une fois, c'est un Ouais, film d'une K-On! série ça qui marche est bien. très populaire et le film a notamment beaucoup marché au Japon, évidemment. Question finale, et là encore, Renaud y a répondu tout à l'heure. Donc attention, on cherche un cinéaste irlandais que Naoko Yamada cite régulièrement Mathieu comme inspiration. Mathieu, John Carney. c'est John Carney tout à fait, qui a réalisé Once ou Sing Street encore. Trop bien, Sing Street. Inspiration, très bon film, Sing Street, dans sa manière de filmer les musiciens au cinéma. Formidable. Bah, bravo à tous pour ce quiz et pour vos réponses. C'était super chouette. On va passer, pour clôturer l'épisode, j'y arrive plus. Mes verbes du Il est premier tard, cours, je il est les tard, connais. il est Oui, tard. il est tard. Merci. Pour le Euh, temps. on va passer aux recommandations culturelles du mois. J'allais dire de la semaine. Voilà, c'est Charlotte qui me. Les recommandations culturelles du mois. On va commencer par Renaud. Est-ce que tu en as à tout hasard? Oui, j'en ai tout à fait. Au début de l'émission, quand tu m'as présenté, tu as fait un portrait extrêmement élogieux qui donne l'impression que je suis quelqu'un de très raffiné, donc je vais détruire cette image tout de suite. Allez. J'ai des trucs, mais vraiment pas du tout recommandables à recommander. Mais c'est l'occasion d'en parler, donc j'en profite. Comme en ce moment, je suis un peu. Alors, je suis depuis longtemps un de ces Français blancs, débiles, fans du Japon, tout en sachant que c'est un pays très compliqué. Et comme en ce moment, je me rapproche de quelques personnes là-bas parce que j'ai fait des rencontres et tout via le travail, j'essaie de me plonger dans sa culture. Et donc, je me suis lancé dans des émissions de variété japonaise parce qu'il y en a sur Netflix. Et donc, Incroyable. je voulais vous en recommander très rapidement 2. Alors, il y en a une, c'est une émission de télé-réalité. Je ne regarde quasiment pas, mais c'est un peu Putain, rigolo. J'espère trouve, que je la parce connais. Vas-y, dis-moi. Ça s'appelle Badly in Love. Elle est incroyable. Voilà. Banger. C'est donc en gros c'est des bad boys et des bad girls, c'est des anciens yakuza, c'est J'ai Ça a l'air incroyable. Je voulais la qui voir. vont qui vont en date. La saison 1, j'avoue, j'avais été un peu déçu et j'ai regardé le premier épisode de la saison 2 et je les trouve incroyables. C'est très drôle et ça me fait pratiquer le japonais en les écoutant parler aussi. Ça c'est très marrant. Et l'autre c'est la vraie recommandation parce que je trouve ça absolument fascinant. C'est un truc qui s'appelle le Monday Late Show qui apparemment est très populaire au Japon. Et en fait, c'est des micro-trottoirs. Alors, il y a un plateau télé, il y a 2 personnes qui sont sur le plateau et qui commentent un peu les segments. Ça n'a aucun intérêt, ça, ces parties-là. Mais la partie qui a de l'intérêt, c'est les micro-trottoirs où, en fait, l'équipe de télé va voir les gens avec des sujets de conversation divers et variés pour savoir c'est quoi votre relation avec votre mère, des gens qui viennent d'arriver à Tokyo pour la première fois, c'est quoi leur première impression de Tokyo. Ils vont dans des coins un peu reculés pour leur demander c'est quoi les obsessions locales. Ils vont par exemple chercher un sondage qui dit « Ah là, c'est la ville où les Japonais s'excusent le plus ». Donc ils y vont, ils leur demandent pourquoi est-ce que vous vous excusez tout le temps. Puis après, ils vont dans la ville où c'est l'inverse, où les gens s'excusent jamais. Et je suis persuadé que c'est une représentation un peu faussée du pays parce que il faut que ça soit des gens un peu quand même qui sortent un peu de l'ordinaire pour que ce soit plus intéressant. Mais quand même, c'est fascinant à regarder, de voir et c'est extrêmement méchant. L'émission est extrêmement moqueuse et j'ai l'impression que les Japonais sont vraiment pas sympas. Enfin, ça les fait rire de se foutre de la gueule des gens, mais vraiment beaucoup. Donc voilà, si jamais vous voulez faire un peu de l'ethnographie, voilà, regardez, c'est le Monday Late Show parce que c'est sur Netflix et c'est fascinant. Je dirais pas que c'est bien, mais c'est fascinant. Le Monday Late Show et Badly in Love sur Netflix. Je me permets de hijack un peu ta recommandation pour recommander une 3e émission parce que je ne suis plus abonné à Netflix depuis super longtemps, mais j'ai regardé énormément de télé-réalités japonaises et sud-coréennes pendant les années où j'étais abonné. Et il y a une émission, j'espère qu'elle est encore disponible sur Netflix France si vous êtes abonné, qui s'appelle Comme les grands. Et c'est une émission de télé-réalité. Oui, elle est encore incroyable. C'est incroyable. Alors, pour expliquer un petit peu à ceux qui nous écoutent, c'est une équipe de tournage qui va suivre des gamins qui partent tout seuls, donc dans le Japon, souvent à la campagne, faire des emplettes pour la toute première fois. Donc il y en a qui sont vraiment très très jeunes, qui ont 3 ou 4 ans, et que leurs parents envoient pour acheter, je sais pas, des œufs, des nouilles, enfin bref, que sais-je.
Et c'est très très rigolo. Alors rassurez-vous, les enfants sont pas livrés à eux-mêmes du tout. Il y a des caméramans qui sont souvent très mal cachés, mais c'est des enfants de 3 ans donc ils s'en rendent pas compte. Et c'est vraiment adorable. Et c'est des très courts épisodes qui doivent durer 10-15 minutes chacun. Et il me semble même que dans les derniers épisodes que Netflix avait mis avant que je me désabonne, il y avait même des épisodes Que sont-ils devenus? Et c'était incroyable parce que l'émission, ça fait très longtemps qu'elle existe au Japon. Et du coup, il y a des enfants qui, entre-temps, sont devenus adultes et qui réagissent à l'émission de quand ils étaient enfants. Et vraiment, c'est savoureux au possible. Je sais pas comment l'émission s'appelle en japonais, mais donc sur Netflix en France, ça s'appelle Comme les grands. Mais Et je mets qu'il y a une version coréenne aussi qui existe, je crois. ah Si putain, trop bien. si ma mémoire ne me fait pas défaut. Ok, bah voilà, donc regardez que ce soit la version japonaise ou coréenne. Enfin, le concept est génial. Moi, je pourrais regarder ça dans n'importe quel pays, je pense. C'est vraiment très mimes et c'est très rigolo en plus. Voilà. Mais voilà, c'était juste pour rebondir sur ce que tu disais, Renaud. Issam, de ton côté. Oui, moi j'ai toujours du mal à trouver des recos et finalement j'ai décidé de conseiller le film I Love Boosters de Boots Riley, mais je sais pas quand il sort en France. Au mois En octobre. d'octobre, je crois. Ah Ouais. super. Je crois que c'est 22 octobre. Que j'ai pu découvrir il y a pas longtemps et donc pour résumer rapidement, ça suit un groupe de recelleuses qui volent notamment une créatrice de mode donnée pour revendre ses fringues à bas prix et qui se retrouve embarquée dans une histoire beaucoup trop grande pour elle, très absurde, quand cette créatrice de mode les prend spécifiquement pour cible et veut se venger d'elle spécifiquement, et qu'elle se rende compte en parallèle qu'il y a une voleuse beaucoup plus compétente qu'elle qui semble aussi s'intéresser à la même créatrice. Et c'est très très drôle, il y a un ton absurde assez inattendu qui s'installe et qui se développe de plus en plus au fur et à mesure du film et au fur et à mesure que les enjeux deviennent de plus en plus sérieux et très très marqués de gauche. Et c'est super coloré visuellement, enfin il y a un univers visuel que je trouve hyper cool, et la musique est incroyable, c'est une de mes BO de l'année, je l'écoute en boucle depuis, voilà. Très bien. Comment dis-tu que ça s'appelle ce film? J'ai déjà I oublié. Love Boosters, et visiblement le Boosters. titre français ce serait J'adore les voleuses. C'est Enfin, pas j'ai vu ça j'adore sur les boosters, Letterboxd, parce que ce serait mais quelqu'un qui ouvre des ouais. boosters de cartes Pokémon, ça marche pas. Oui, pendant 2 heures ce serait un peu ennuyant je pense. Bon, tu sais, je On pense sait que ça pas, on marche sait pas. pas. Ça dépend de ce qu'il y a dans les boosters. Ça dépend, exactement. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on raconte comme bêtises. Charlotte, de ton côté, qu'as-tu à nous recommander ce mois-ci? Et ben moi, je suis tombée dans un trou un peu sombre de Ça va bien, hein, J'allais la Netflix faire. aussi. Ouais, ça va, quoi. Vraiment, merci. Qui est parce que depuis quelques mois, ils ont ajouté au catalogue des vieux dramas japonais des années 90, Allez, du début des années 2000. J'en regarde, mais des dizaines, putain, c'est le incroyable. plaisir. Et donc, je vous recommande celui que j'ai regardé récemment et que j'ai vraiment adoré. Mais genre, j'étais addict, j'ai vraiment binge-watché complètement le truc, qui est Love Generation Ok. de 1997, avec donc les acteurs Kimura Takuya et Matsu Oh, Takako. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que déjà ça se passe à la fin des années 90 et donc j'adore en fait regarder des vieux dramas, et ce que j'ai surtout beaucoup aimé, c'est la relation entre les deux personnages. Donc je suis pas en train de dire que c'est très moderne et progressiste, attention, il y a des choses très datées évidemment, misogynes, sexistes, etc. Mais la relation entre les deux personnages est très cool parce qu'en fait ils communiquent lorsqu'ils ont des moments où quelqu'un fait quelque chose qui déplaît à l'autre, etc. Il y a beaucoup de taquinerie et tout, mais il y a beaucoup de verbalisation des sentiments. C'est des personnages qui sont très dynamiques, notamment le personnage féminin. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment adoré, quoi. Voilà. ok. Tu disais que ça s'appelle comment la série? Love Generation. Très bien. Moi, j'ai retenu juste Takuya Kimura qui a fait les beaux jours de la culture japonaise en France, y compris dans les années 90. Membre de SMAP, incroyable groupe. Formidable. Côté Mathieu, qu'est-ce que nous avons comme recommandation? Eh bien, je vais peut-être
cramer un futur épisode du podcast. On ne sait Allez. pas, ce n'est pas encore daté. Ça t'a compris de quoi j'allais parler. Est-ce que c'est Girl? Oui, exactement. Allez. Je profite de l'actualité. Moi, je vous recommande Girl de Shuchi, donc actrice émérite, très connue pour avoir été la muse de Wuxia Ocean à la fin des années 90, au début des années 2000, avec entre autres Millennium Mambo. Si vous ne l'avez jamais vu, Mambo. je vous le recommande. Mambo. Excusez-moi. Et là, tu m'as fait perdre le fil de ce que j'ai raconté. Pardon, Oh. je suis vraiment désolé. Shuchi, actrice en premier lieu, qui passe derrière la caméra pour réaliser le film qui nous intéresse ici, Girl, qui est sorti hier à l'heure où on enregistre ce podcast, un jeudi, donc qui est sorti le 5 août, et que j'ai trouvé vraiment très bien, que je trouve très 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 intéressant en dépit du fait que ce soit un terme que n'aime pas trop utiliser Issam. Mais j'ai trouvé que c'était très Tu intéressant. remarqueras que parce j'ai rien signalé. Hein. Bah oui, mais parce que je te sentais venir, je voulais pas voir les gros yeux derrière un son message dans écran. le chat. Mais je trouve que c'est un film très intéressant dans le sens où, à mes yeux, c'est pas juste la coquetterie d'une actrice qui s'est dit j'ai des relations, j'ai un peu d'argent, vas-y, je fais un film. C'est une œuvre qui, à mon sens, me paraît très, très sincère, très, très humble et très douce aussi. Alors, qui est pas très. C'est pas toujours la joie, mais que j'ai beaucoup aimé et que voilà, je recommande. Je vous invite à aller le voir. S'il passe près de chez vous, bien sûr. Formidable. Merci Mathieu. Girl de Shuchi. Il y a un truc que je trouve triste autour du film. J'ai envie de plomber l'ambiance 5 minutes, mais c'est. Allez, vas-y. Non, mais c'est le fait que le film est un peu né d'une conversation qu'elle a eue justement avec Wuxia Ocean il y a une dizaine d'années, quand il lui disait allez, vas-y, lance-toi dans la réalisation. Et du coup, ça a vraiment mis 10 ans à se faire ce film. Et le truc le plus triste, c'est que le film il sort aujourd'hui et qu'aujourd'hui, Wuxia Ocean, apparemment, il a plus toute sa tête et il a vraiment des problèmes cognitifs. Il ne Et pas du en coup, mesure de le voir, c'est dommage. Bah, je sais pas en fait. Encore une fois, il s'est retiré complètement de la vie publique. Il a arrêté sa carrière de metteur en scène. Donc, je sais pas du tout s'il sera en mesure de voir le film. Je lui souhaite en tout cas. On Chloé, pense à lui, on l'embrasse. on pense à lui. Oui, on pense à lui. Chloé, de ton côté. Moi, c'est une recommandation musicale parce que c'est un peu le thème du jour. C'est un album d'une artiste américaine, Kelela, que j'aime beaucoup, qui avait sorti un album déjà que j'avais beaucoup écouté en 2024, je crois, si ma mémoire ne me fait pas défaut, qui s'appelle Raven. Ok. Et là, son nouvel album s'appelle New Avatar, est très très beau. C'est un album qui a un peu de shoegaze, un peu de neo-soul, et qui est très atmosphérique. Elle a une voix aussi absolument incroyable. Elle avait d'ailleurs sorti un album live l'année dernière qui reprend les titres de Raven qui étaient absolument magnifiques. Et c'est un album du coup que j'écoute énormément ces temps-ci. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi écouter en ce moment, écoutez Kelela et New Avatar. Et si vous voulez la voir en concert aussi, elle est à Paris en octobre. Voilà, je fais la pub comme si j'étais Non, mais c'est bien. dans le Attaché de staff, presse. mais c'est important. Formidable. Tu as raison, tu as toujours de bonnes recommandations musicales. Bravo plaisir. Chloé. Donc New Voilà. Avatar de Kelela, un album de shoegaze, se regarder les chaussures, un petit peu ce que fait Misoré tout au long du film Lise et Exactement, l'oiseau bleu la dont boucle on a est bouclée. parlé. Ah là 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 là. Exactement, incroyable. Tout vous est avez lié. vu ça Tout est lié. Et pour Ah, mais c'est finir pas de bon mon du tout, ça. côté, je vais vous recommander non pas un film, non pas une chanson, Mais une vidéo Chine en YouTube grève. non, c'est pas la J'y Chine en songeais aussi. grève. Non, alors, je vais vous recommander. Vous savez quoi? Un de ces quatre, je vais vraiment vous recommander la Chine en grève. Mais tu l'as déjà fait? Tu l'as déjà Ah oui. fait, oui. Tu l'as J'ai déjà fait. recommandé la Chine en grève? Tu l'as fait le mois dernier? C'était Oui. pas Woman Non. Work? Je vous ai recommandé Woman Non, Work. c'était et je Woman voulais- Work. Et Ouais, mais merci, t'avais Charles. déjà Ouais, mais t'as recommandé la glissé Chine en en- grève en même temps que la trilogie. Lisez la Chine en euh, grève. même Arrêtez temps de que la trilogie de m'embêter. Wang Bing. Lisez la Chine en grève. Et voilà, c'est tout. Je voulais vous recommander quoi? Je sais plus. Si. Pardon. Je voulais vous recommander une vidéo YouTube que j'ai regardée l'autre jour, qui est absolument formidable. Je ne sais pas si vous connaissez Trevor Noah, qui est un animateur de télé sud-africain et qui fait de la télé aux États-Unis. Il a un podcast, ça fait quelques années maintenant, un podcast qui s'appelle What Now. Et donc, il anime ce podcast souvent avec son ami Eugene. C'est un podcast en anglais. Et récemment, ils ont invité une dame qui s'appelle Asma Khan, qui est une chef cuisinière britannique, enfin d'origine indienne et qui officie au Royaume-Uni. Et l'émission est passionnante parce qu'ils parlent de leur rapport à la nourriture, à la cuisine, qui sont deux choses bien distinctes dans l'épisode, de comment la nourriture transmet la culture, la manière dont c'est aussi
comme ça que Asma Khan vit son héritage et la manière dont elle a l'impression de rendre hommage à ses ancêtres en cuisinant. Il parle aussi de colonialisme, de masculinité en Inde et dans la cuisine, parce que c'est super important aussi, c'est des sujets qui reviennent souvent. Là, on a vu récemment d'ailleurs que Jean Habert a été mis en examen pour coups de blessure, il me semble, sur sa compagne. Et encore une fois, c'est des choses dont il parle. Comme témoin assisté ou je sais pas Comme quoi. témoin assisté, pardon. Et donc voilà, Malheureusement. c'est des choses qui sont importantes parce qu'effectivement, il y a beaucoup de violence dans le monde de la cuisine qui est très masculin. Et c'est quelque chose dont parle Asma Khan dans la vidéo. Donc voilà, ça s'appelle What Now. C'est sur la chaîne YouTube de Trevor Noah. Ça se trouve très facilement. C'est en anglais, malheureusement. Mais je pense que YouTube doit être capable d'halluciner des sous-titres en français pour vous avec l'IA maintenant. Donc s'il y a que Même ça de comme faire un doublage en français. ou hein. même de faire un. Oui, maintenant ils font des doublages. C'est horrible ça. Mais optez plutôt pour les sous-titres automatiques. Ça marche vaguement. Ouais, c'est un peu moins cauchemardesque. Voilà. Sur la cuisine, si jamais il y a une recommandation qui est un peu similaire, c'est un livre Ouais. d'une autrice française qui s'appelle Nora Boisouni, qui s'appelle Mhm. Violence Ah oui. en cuisine, Ouais, une tout mère à à fait. la Vraiment pas française, qui mal. est excellent. Ouais, 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 je suis ouais. d'accord. Comme on y est Vraiment pas mal. dedans. Bah, elle était passée dans l'émission Internet Explorer, je crois, il n'y a pas très longtemps, et je crois qu'elle parlait justement de ce bouquin. Voilà, vous avez fait plein de recommandations là. Le plus important, bien évidemment, à partir de maintenant, c'est de lire La Chine en grève. Tout le reste, c'est très secondaire. On vous remercie. Il y a de la nous avoir trilogie suivis. jeunesse de Wang Bing qui La est trilogie jeunesse de dispo Wang sur Bing qui Arte passe en sur ce Arte. moment. Exactement. Et c'est Et gratuit. apparemment, il y a Oui. même un montage façon série télé qui est sorti. J'ai pas trop. C'est ce qu'on m'a dit en Oui, tout cas. mais ça vient Je ça vient du coffret Blu-ray Carlotta. D'accord. Il est Ah ouais. déjà dispo dessus, je crois. Ok, Je bah, serais tu vois, très j'ai le curieux de coffret, mais savoir je à l'ai quel même pas. moment il coupe par contre. J'espère qu'on va le feu d'artifice. Oui, quand est-ce que Ah. tu fais les cliffhangers? T'imagines, il y a des cliffhangers. Ouais, le feu d'artifice, l'arrivée du daron du gars, là, incroyable. Putain, mais. Regardez Jeunesse sur Arte. Et il disait La Chine en grève. Ça va Ça vraiment donne vous envie de voir énerver. un remontage, mais vraiment full télé-réalité avec Ouais, non, mais avec en vrai, il y a cuts et moyen. Un tout. peu comme Love Island. Ça pourrait Mais être Ouais, surtout, voilà, le c'est ça. premier Tu épisode, Tu la- rajoutes un bon la- acting là. La Ah petite ouais, ouais. histoire d'amour du premier épisode, là, franchement, avec le gars qui est super lourd en plus quand il drague la meuf, c'est incroyable. Bref, merci de nous avoir suivis. Je On a vous un peu rappelle que vrillé. Woman est une émission mensuelle qui est hébergée à titre gratuit par Vodio, Ou la plateforme hebdomadaire, de on sait pas, l'association ça dépend. Baltique. Elle est mensuelle, cette émission. Ne commence pas à induire nos auditorices en erreur. Pensez à parler autour de vous, de nous, si vous aimez ce qu'on fait. On se retrouve en septembre et notre prochain épisode sera consacré au récit initiatique mongol avec double programme de 2 films qui mettront assurément notre élocution à rude épreuve. Un jeune chaman de Raudulam Pulevotich et Si seulement je pouvais hiberner de Zodjalgal Pulevdash. J'ai un peu bossé la prononciation avant de... Bah, on te laissera dire les noms du coup. Ouais, bah vous les direz aussi avec votre manière de les Bah, dire. on va réviser. Oui, on a le temps d'y travailler, oui. Renaud, on te retrouve où si on veut continuer à te lire, à t'écouter? Tu es passionnant. Dans la rue. Non. Waouh. Devant chez Ok, vous. rendez-vous vous attend. sur le parking du Monop à Euh, 18h sans armes. T'avises pas Au d'appeler les flics. rassemblement de la gauche Pour radicale. parler de Kyoto, de sous le ciel de Kyoto. On peut me retrouver sur sur les réseaux, sur le pseudo Captain Jim 87, sur Instagram, TikTok, Blue Sky, etc. Sinon sur Cinématrack, à Châlons en Champagne pour le festival War on Screen si vous y êtes, et sinon Let's go. dans les théâtres et dans vos télés si vous regardez des séries d'animation pour enfants et si vous allez au théâtre. Voilà. Sur vos écrans ou dans vos salles de spectacle. Merci Renaud. Merci à tous d'avoir participé à cet épisode qui dure quand même. Attendez que je regarde mon enregistrement, mais près de 2 heures. Non, il est tard. On est zinzin. Nous aimons 1h30. bien parler. 1h30, j'exagère, 1h30. C'est mon côté Oui. marseillaise. Merci à tous encore une fois. On se retrouve très vite. J'ai hâte de parler de cinéma mongol avec vous. On ne l'a jamais fait, ce sera une première. À très vite. À très bientôt. Au À revoir. bientôt. Salut. Bye bye. Bientôt.